Chez McLaren, les hostilités sont ouvertes. Aujourd'hui, Coulthard est en pole, mais Hakkinen veille. Les flèches d'argent veulent décrocher l'or dans une ambiance chauffée au rouge. Pour les Ferrari et Schumacher, ça pourrait bien sourire. À Imola, entre les prétendants à la couronne, l'explication promet. Et si le champion en titre en profitait pour créer la surprise? Depuis l'autodrome Dino et Enzo Ferrari, voici le Gran Premio de la Repubblica di San Marino, le Grand Prix de la République de Saint-Marin qui est situé à 80 km d'ici environ. C'est la 4e manche du championnat du monde 1998 de Formule 1. Vous savez que Mika Hakkinen est en tête du classement du championnat du monde. Il a remporté 2 Grands Prix, il compte 26 points, 14 pour Schumacher, deuxième avec la Ferrari. David Coulthard, 13 points en 3e position. Rien n'est donc joué entre ces 3 hommes, alors que nous découvrons ici Jackie Stewart qui regagne la passerelle de commandement chez Stewart. On va bientôt dégager la grille de départ pour vivre le tour de formation de ce Grand Prix de Saint-Marin. Mais auparavant, je vous propose d'écouter le président de Automobile Ferrari, Luca Di Montezemolo, qui s'est entretenu avec Gilles Pernin à propos de l'avenir de Michael Schumacher et de Jean Todt au sein de la Scuderia. Et je pense que Ferrari a fait une très bonne voiture. J'avais parlé avec les pilotes et Schumacher il a dit que c'est la meilleure Ferrari qu'il a conduit depuis le début avec Ferrari. Et dit aussi, je pense que si vous regardez Williams avec les mêmes pneus, c'est derrière. D'autre côté, je pense que la McLaren il a fait une très agressive interprétation del règlement avec on the limit, mais avec intelligence. Et pour nous, c'est nécessaire de travailler beaucoup. Et voilà, c'est parti pour ce tour de formation du Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit d'Imola. On va boucler 62 tours de ce circuit de 4 km 930, un peu plus de 305 km de course avec les 2 McLaren ici en première ligne, les 2 Ferrari ensuite. Jacques, c'est vraiment l'affiche de ce Grand Prix, le duel McLaren-Ferrari et puis aussi la bagarre entre les pilotes des 2 équipes. Oui, bien sûr, et puis surtout la bagarre dans les stands, la bagarre au ravitaillement, parce que je pense, et l'on pense tous ici, qu'on va avoir un peu plus de ravitaillement que l'on avait l'habitude depuis ce début de saison, parce qu'il fait très chaud, la température augmente, 30 degrés, c'était 28 degrés il y a quelques 10 minutes. La température de la piste, la température de l'air, tout est beaucoup plus chaud que depuis le début de la saison, donc ça va être très difficile. Et puis on est un peu dans l'inconnu parce que vous savez que les voitures utilisent des freins pas moins performants, mais en tout cas un peu moins. La nouvelle réglementation fait qu'il y a des disques moins épais, moins de dimensions, moins de calipers. Les calipers sont différents, les pistons sont différents aussi sur les voitures, donc un freinage qui devrait être un peu moins bon. Ici, c'est un circuit très important sur le freinage, et l'on sait quand on freine bien ici, on finit la course, on est presque partout en bonne condition. Et donc des étriers et des plaquettes de frein plus petites. Jacques, ici nous sommes sur un circuit qui était un circuit de moteur réputé comme tel, avec 70% de pleine charge. Depuis qu'il a été redessiné, avec toutes ces chicanes, eh bien c'est presque devenu un circuit de freinage, plus que d'accélération. Il y a maintenant 55% je crois de pleine charge sur les voitures, et puis c'est devenu un circuit freinage, accélération. Vous avez pu le voir tout au long de ce Grand Prix, de nombreuses chicanes, une petite accélération, je crois que c'est l'ordre de 10 à 12 secondes entre chaque chicane. Donc vous voyez, on fait comme ça très vite le tour du circuit. On est ici dans la dernière chicane la plus lente, juste avant le départ. Vous allez voir, ça glisse beaucoup d'ailleurs aussi ici, la piste est surchauffée, c'est la première fois que les pneumatiques et les freins vont attaquer un Grand Prix dans ces conditions-là. Il va être très intéressant pour nous de suivre l'évolution. Alors on parle de 2 arrêts, de 3 arrêts même dans certaines écuries. Il y a des choix de pneus durs, notamment chez Bridgestone pour les McLaren. Il y a aussi des pneus tendres, donc dans un cas ce serait peut-être 1 ou 2 arrêts, dans l'autre 2 ou 3 arrêts. Ça va être très disputé tout au long de l'après-midi. Il n'y a pas que la piste qui est chaude, les esprits sont surchauffés aussi. Ah oui, et puis on est en Europe devant 170 000 personnes ici. C'est le temple de la Formule 1, on est chez Ferrari, on est en Italie, et c'est très important d'une victoire ici pour les pilotes. Attention. 22 voitures au départ, attention, 15 000 chevaux en furie qui vont s'élancer, qui vont se lâcher ici à Imola. Les feux rouges vont s'éteindre et c'est parti. Et c'est bien parti pour David Coulthard qui prend l'avantage. Hakkinen et puis Schumacher qui essaie d'attaquer Hakkinen, mais non. Bon départ de Villeneuve aussi, 4e devant Irvine. Et puis derrière, attention, ça se bouscule. Là-bas, il y a une touchette, j'ai l'impression. On va voler de la carrosserie là au fond.
avant même Tamburedo. Oui, certainement une voiture blanche. Ça doit être la voiture, une Stewart, ou une Tyrrell. Et c'est une Stewart. Voilà. Un petit aileron. Un aileron Stewart qui traînait par là. Ils étaient loin sur la grille. Très bon départ de Jacques Villeneuve qui est, regardez, 4e. ouais. Derrière, Coulthard, Hakkinen, Schumacher. Villeneuve 4e. Irvine, Frenzen. Et puis Wurz. Fisichella. Ah, c'est Fisichella qui a réussi le meilleur départ. Wurz a complètement raté le sien. Allez-y. Il est très loin, Wurz. Il est 22e. Il a carrément raté son envolée. Alexander Wurz, il a dû caler au départ. Dommage, il était 5e sur la grille. Et il va avoir du mal à refaire ce handicap. Bon, allez-y, bien parti aussi. Oui, il est 8e, Jeannot. Regardez voilà. Barrichello, sans aileron, forcément, ça ne tournait pas. Et voilà, c'est Barrichello qui disparaît. L'écurie Stewart Ford. Alors, il a dû laisser quelqu'un d'autre sur le tapis, puisqu'il n'a pas dû taper tout seul. Il a dû s'accrocher. Oui. Peut-être une Tyrrell derrière, voilà. Regardez. Là, on va voir Barrichello tout seul, mais il avait déjà perdu son aileron. Il avait perdu son aileron, c'est son tête à queue. Qu'on avait vu un peu plus tôt, et puis évidemment, en arrivant au freinage, sans avoir le frein aérodynamique de l'aileron, eh bien voilà ce qui arrive. Premier passage devant les stands, Coulthard en tête, Hakkinen deuxième. Regardez Jean Alesi qui déborde Fisichella. Il a débordé. Magnifique Alesi, 7e maintenant, si tout va bien. Et non, Fisichella garde l'avantage. Il est à l'intérieur, mais Jean attaque encore. Attention, il est à côté de lui, dommage. On n'a pas suivi ça. Allez, Coulthard, Hakkinen, Schumacher est à 2 secondes, même pas, il suit le rythme. Villeneuve 4e, Irvine 5e, Frenzen 6e. Et il y a une Jordan dans les stands. Je crois que c'est Ralph. Eh oui, c'est peut-être lui qui a touché tout à l'heure avec Barrichello. Et Magnussen. Oui, il y a une un arrêt de Magnussen. Oui. Il y a Magnussen au stand, il y a Wurz au stand. Ah, il y a un petit. Ouais. C'est peut-être Wurz en ratant son départ qui a provoqué cette collision à l'arrière du peloton. Voilà, Alexander Wurz, le jeune Autrichien dont on a beaucoup parlé aux essais et qui malheureusement... Dommage, il était rapide et bon, on comptait beaucoup sur lui chez Benetton. Bon, ben, ça sera pour le prochain Grand Prix. En tout cas, que de voitures rouges en tête de ce Grand Prix, à part après les derrière. Regardez, on voit le départ. Alors, Wurz, regardez, il est en 5e position là. Qu'est-ce qui lui arrive, Wurz? Il est touché par une Jordan, peut-être par démodile. Il a un problème de boîte de vitesse. Non, il y a un problème de boîte. Sans doute. Oui. Et là, ça se bouscule derrière. On élargit un peu, non. Bon, bien voilà. Oh, Hakkinen en travers. Un petit peu de sable sur la Ferrari de Monsieur Schumacher. Coulthard au 3e tour. À l'entrée du 3e tour, creuse un petit peu l'écart. 1 seconde d'avance maintenant sur Hakkinen. Schumacher est à 2 secondes 4. Villeneuve, 4e à 4 secondes. Irvine, 5e à 5 secondes. Frenzen, 6e à un peu plus de 7 secondes. Fisichella, toujours 7e, talonné par Jean Alesi. Et puis Ralf Schumacher sur la Jordan, 9e. Jarno Trulli, excellent départ du jeune Italien d'écurie proche du Grand Prix, il est 10e. Oui. Je crois que Jean vient de perdre une place, que j'ai vu sa voiture. Oui, regardez, voilà. Ah oui. Il a perdu, on l'a vu arriver très vite dans la chicane après les stands et un peu trop vite, il a été à l'extérieur et s'est refait passer instantanément. C'est curieux ça. C'est pas Wurz qui est sorti des stands. Si, je pense que les deux Benetton qui sont là. Donc c'est pas très grave. Il n'a pas perdu de place. Jean Alesi toujours 8e alors qu'il était 12e sur la grille. C'est évidemment une bonne opération. Un bon départ. Jarno Trulli 10e. Olivier Panis toujours en 13e position, c'est-à-dire sa place de grille. Évidemment avec le problème provoqué par Wurz devant, il suffisait d'être sur la bonne ligne ou sur la mauvaise et d'avoir tiré de mauvais numéros. C'est probablement le cas d'Olivier. 13e. Pierre, il était à gauche et Wurz était à gauche aussi. Voilà. Coulthard qui attaque comme un beau diable. Regardez comme ici on utilise les trottoirs, comme la voiture. Il faut avoir un bon équilibre de voiture. C'est la grande qualité des McLaren Mercedes ici. Vous avez vu derrière Schumacher un peu plus à l'attaque. On se sert alors. Vous voyez cette poussière que l'on envoie dans les radiateurs et dans les visières des pilotes, c'est toujours très gênant et ça peut occasionner des surchauffes de moteur. David Coulthard avec maintenant 1 seconde et demie d'avance sur Hakkinen, pardon. Et 3 secondes sur Schumacher. Coulthard qui a signé le meilleur temps ce matin au warm-up, Jacques Lafitte, avec 1 seconde et demie d'avance sur Hakkinen. Oui. Alors était-ce significatif cet écart?
Non, je ne pense pas. Peut-être on a essayé chez McLaren ça des solutions différentes. Peut-être qu'on a voulu partir avec un peu plus d'essence pour essayer un arrêt. Peut-être qu'Hakkinen va effectuer 2 arrêts. Bon, on le saura bientôt. Regardez les voitures bleues. Regardez, on revoit le départ. Avec Wurtz en difficulté au milieu du peloton. Et effectivement, derrière, ça part dans tous les sens. Et il y a une touchette entre Barrichello et une Tyrrell, j'ai l'impression. Et puis également, il y a eu cet accrochage entre la Jordan de Damon Hill, qui a perdu des plumes. Il est seulement 19e, Damon, alors qu'il était 7e sur la grille. Damon Hill qui a heurté la Benetton de Wurtz, évidemment. Vous avez remarqué, si on la voit à l'image, que les Prost Peugeot sont partis avec un pingouin à gauche, puisque à droite c'est le réservoir, le code ravitaillement, et que vous savez que le pingouin interdit tout ravitaillement sur les Prost Peugeot. On va résoudre le problème certainement pour les prochains Grands Prix. Et ils ont copié ce qu'avait fait Alesi sur le Grand Prix d'Argentine, où Alesi avait fait une très belle performance avec un seul pingouin. Alors pourquoi pas? Alors, vous savez, ces ailerons centraux qu'on appelle candélabres chez Ferrari, X-Wing chez les Anglais, pingouin chez Prost, eh bien chez Sauber, on les appelle Twin Towers, les tours jumelles, en référence aux tours Petronas, le sponsor de Malaisie. Parce que là-bas, eh bien, il y a les 2 plus hautes tours du monde. Alors on espère évidemment qu'il n'y a pas une des 2 tours qui va tomber, comme chez Sauber en Argentine. En tout cas, à l'image, on voit que Hakkinen réagit. On voit aussi que la Ferrari a du mal, de Schumacher a du mal à suivre la cadence. Alors est-ce que l'on va faire un arrêt ou 2 arrêts chez Ferrari? On pencherait plutôt sur 2 arrêts, mais vous savez que Ferrari, on est toujours dans la surprise. Et peut-être que finalement Ferrari a emmené beaucoup d'essence, parce que pour le moment Schumacher c'est 5, 6 dixièmes, 7 dixièmes plus chaque tour par rapport aux 2 McLaren. Écoutez, nous on tient l'information de bonne source. En principe, les Bridgestone des McLaren seraient des gommes dures. Alors Ferrari doit avoir eu la même information que nous. Oui. Et ils doivent se dire, bon, mais si McLaren part en gomme dure, c'est peut-être pas la peine de tenter le tout pour le tout en multipliant les arrêts. On va voir. En tout cas, Schumacher attaque, il est à la limite de ses possibilités. Oui, mais on ne connaît pas la quantité d'essence embarquée. Entre Coulthard et Hakkinen, ça semble à peu près équivalent, même si ce matin on pouvait se poser la question d'une tactique différente. Peut-être un seul arrêt pour Hakkinen et 2 pour Coulthard. Ouais, mais en tout cas, les 2 pilotes, on savait, les 2 pilotes des voitures des McLaren Mercedes, on savait qu'elle serait en tête de la course. On ne savait pas si Schumacher aurait la possibilité de rivaliser avec elle. On s'aperçoit là que l'écart se creuse gentiment entre ces 3 voitures et que Schumacher n'est pas à la fête. Mais on espérait mieux, en tout cas pour ce début de course. On espérait une Ferrari beaucoup plus performante. Bon, peut-être qu'on a changé la tactique chez Ferrari, peut-être qu'on est parti avec beaucoup d'essence. Ça m'étonnerait parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de pneumatiques chez Ferrari, d'usure des pneus avant. Alors bon, peut-être que Ferrari a trouvé un réglage satisfaisant ce matin. Regardez le départ. Caméra embarquée de Jacques Villeneuve au départ. Et il fait l'extérieur à Eddie Irvine qui a patiné. Et le voilà 4e, Jacques. Alors vous savez, c'est à ce moment-là qu'il faut se remettre à gauche, c'est pas facile. Jean-Louis Moncey dans les stands. C'est moi je suis Ferrari et tout est calme. Bon, juste pour vous donner une précision concernant Alexander Wurtz, il est arrivé une mésaventure qu'avait connue Villeneuve l'an dernier, c'est-à-dire un dysfonctionnement électronique de la boîte. C'est pour ça qu'il a mal démarré. Il est rentré au stand, on a changé son volant et je vous confirme que Wurtz est reparti après le changement de volant. Absolument, il est 21e Alexander Wurtz et dernier, si l'on tient compte de l'abandon de Rubens Barrichello avec la Stewart Ford qu'on a vu tout à l'heure. Voilà la Ferrari de Schumacher, pas trop à la fête en effet, avec un écart déjà de 5 secondes. Au 5e tour. Évidemment, si les McLaren étaient en pneus durs en qualification, Jacques, l'écart par rapport au Ferrari était peut-être très, très relatif. Il était peut-être plus important théoriquement que celui que Schumacher avait. Pour moi, c'est évident que Schumacher est en pneus tendres parce que vous savez que quand on a fait les qualifs, on doit garder les mêmes pneus. On ne peut plus changer après les qualifications. Donc on garde les mêmes pneus. Et donc vraisemblablement, pourquoi Schumacher semblait en tout cas être si près, si rapproché des McLaren, c'est parce qu'il utilisait des pneus tendres. Et pourquoi il utilisait des pneus tendres? Parce qu'on est ici sur le circuit Enzo Ferrari, qu'on est en Italie, qu'il y a beaucoup de spectateurs et que le Ferrari se doit d'être là et de montrer sa compétitivité par rapport à la concurrence. Il y a une certaine pression qui s'exerce sur leur derrière pour décrocher la meilleure performance possible, parfois peut-être au détriment du résultat brut à l'arrivée de la course. Alors voilà où nous en sommes après 6 tours de course dans ce Grand Prix de San Marino.
Le petit train s'est installé. David Coulthard bien solidement au commandement de ce Grand Prix. Devant Hakkinen, Schumacher, Villeneuve, Irvine, Frentzen, Fisichella, Jean Alesi excellent 8e, Trulli 10e sur l'autre poste, Panis 13e. Voilà le point en ce début de course. Nous marquons une première pause avant de revenir à Imola pour la suite de ce Grand Prix de Saint-Marin. Retour à Imola dans le 9e tour de ce Grand Prix de la République de San Marino. Et nous suivons la bagarre pour la 6e place entre Heinz-Harald Frentzen sur la Williams et Giancarlo Fisichella au volant de la Benetton. Les deux voitures équipées du moteur V10 Mecachrome, l'ancien V10 Renault. Mais des pneus différents. Jacques Lafitte, on sait que Fisichella a choisi des pneus tendres. C'est Alexander Zurb, son équipier, qui vous l'a confirmé ce matin dans Automoto. Vous êtes un petit meeting avec lui. Absolument. Alors, regardez, Fisichella est un peu plus rapide que Frentzen, mais c'est très difficile de doubler ici parce que chaque freinage, vous voyez là, on est en seconde, 3e. Il va être difficile pour Fisico de doubler Frentzen. Je vous signale que la voiture bleue qui suit n'est pas dans le coup, c'est celle de Wurz, c'est que c'est Jean Alesi qui est derrière ces deux hommes en 8e position. Sachant que Wurz est déjà à un tour après son arrêt qui a été obligatoire en raison de ce petit problème électronique que nous précisait Marc Minardi. Ça va bondir, ça va jaillir, vous allez voir. Il n'est pas loin. Hein. Mais voyez comme c'est difficile l'entrée des chicanes et en 3e, 2e vitesse, c'est très rapide et il est toujours très difficile de doubler quand vous n'avez pas vraiment un point de freinage. Alors, et à l'arrière-plan, encore une course sensationnelle de Jean Alesi en 8e position avec la Sauber Petronas. On sait que le moteur Petronas né Ferrari est un moteur qui date déjà d'un an et demi et que en performance pure, eh bien, ce moteur rend quelques chevaux au meilleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est dire si le châssis Sauber et puis le brio de Jean Alesi trouve à s'exprimer sur ce autodrome Dino et Enzo Ferrari d'Imola. Alors nous sommes dans le 10e tour maintenant. Oula, regardez. Et on prend les trottoirs, hein, Jacques. Ouais, ah oui, ici c'est un circuit où il y a beaucoup de chicanes. Il faut avoir des voitures très bien réglées justement pour pouvoir escalader ces trottoirs. Il n'y a que ça hein, sur le circuit pour ainsi dire. Donc il faut être une voiture parfaitement réglée, mais on se sert des trottoirs ici. C'est incroyable. Regardez les écarts au terme du 10e tour. Meilleur chrono pour David Coulthard. À l'instant, le premier est passé en dessous de la minute 30, 1:29.85. Hakkinen accuse déjà un retard de près de 3 secondes. Schumacher est à 9 secondes. Et puis Villeneuve, 4e à 18 secondes. Regardez. Et enfin le peloton, Irvine. Voilà. Il y va Fisichella. Non, ça passe pas. Mais non, l'entrée d'une chicane, encore une fois, très rapide. Et bon, c'est dur. Il n'y a pas de vrai freinage avant Tamburello et c'est pas évident de doubler. Alors Frentzen, donc Irvine était 5e, Frentzen 6e, vous l'avez sous vos yeux. Avec Fisichella 7e. C'est bien Jean Alesi qui est 8e. On le voit, il suit le rythme de ses hommes. Alexander Wurz entre les deux, eh bien il est déjà doublé, on l'a dit. Jarno Trulli emmène un second peloton assez mouvementé. Trulli est 10e avec la Prost Peugeot. Devant Herbert et l'autre Sauber. Mika Salo sur la Rose qui marche bien en performance, qui progresse. Olivier Panis 13e avec l'autre Prost Peugeot, mais dans ce peloton roue dans roue, avec ensuite Takagi, le japonais de l'équipe Tyrrell, toujours le mieux placé des pilotes équipés de moteurs Ford. Pedro Diniz occupe la 15e place sur l'autre Arose. Et puis Tuero, là vous avez Nakano en bagarre avec Damon Hill. C'est un petit peu plus loin, ils sont 18e et 19e. Comme Damon Hill. Et Damon est passé. Il est passé, il a failli se faire repasser, il n'a pas osé Nakano, mais il avait l'opportunité. Le freinage était un peu rallongé, il a eu du mal à tourner. Damon Hill 7e sur la grille de départ et qui s'est retrouvé en 19e position après bien tous les incidents provoqués par le ralentissement dans le peloton en raison des problèmes d'Alexander Wurz et puis de la sortie de Barrichello. Coulthard fait le trou, 3 secondes 3, Jacques Lafitte. Alors entre Coulthard et Hakkinen, là on revient sur le premier peloton de chasse, Frentzen, Fisichella. Mais entre Coulthard et Hakkinen, on peut se poser la question, sommes-nous dans deux stratégies différentes? Ouais, moi je pense pas. Sincèrement, Coulthard a toujours été un peu plus rapide qu'Hakkinen ici. Il est plus incisif. On dirait qu'Hakkinen a perdu un peu de sa hargne avec ses victoires. Je veux dire, il est en tête du championnat du monde, il fait gaffe, il ne veut pas avoir d'incident, il veut marquer des points. Il sait que la fin de saison va être difficile, que la concurrence est en train de revenir. À petits pas, certes, mais en tout cas, on s'organise chez dans toutes les écuries pour combler l'écart assez important. Vous le voyez ici encore entre McLaren et ses concurrents. Et il sait que
la fin de saison va être beaucoup plus difficile, donc il engrange, il va faire un peu l'épicier. C'est rare chez Mika, mais vous savez... c'est assez intelligent. Oh, la démonile avec Ricardo Rosset, toujours l'ancien champion du monde, aux prises avec les 100 grades dans le fond du peloton. Là-bas, regardez, Nakano, lui, il essaye de revenir, du coup. Il suit. Ah oui, il suit. Rosset, le Brésilien de l'équipe Tyrrell, qui a choisi la voiture de réserve de l'écurie. Il n'était pas du tout dans le coup, Rosset, depuis le début de la saison. Il était vraiment très lent. Et puis là, il a eu l'opportunité de rouler avec le mulet chez Tyrrell pendant les essais, et il s'est rendu compte que la voiture valait une demi-seconde, sinon une seconde de mieux au tour. Et bien entendu, il a choisi ce châssis-là pour la course, Ricardo Rosset. Et là, on revient sur Frentzen et Fisichella en bagarre pour la 6e place. Et puis il y a Wurtz qui est à un tour, mais qui suit évidemment la cadence. Et Jean Alesi, absolument déchaîné sur la Sauber. Il va nous refaire le coup de Buenos Aires, Jeannot. Il aime bien ce circuit. Vous savez, il se sent un peu chez lui. Vous savez qu'il a conduit 5 ans, je crois, pour Ferrari. Donc on l'aime beaucoup ici. Il a à cœur de faire voir que bon, mais on sait que c'est un bon pilote. Mais il est en train d'un peu supplanter son coéquipier Johnny Herbert. Johnny qui rentre au stand d'ailleurs. Il y a un problème, Johnny Herbert. Ah bien voilà, l'explication. Herbert était 12e dans le peloton. Et il est arrêté en effet chez Sauber Petronas. C'est un peu tôt pour un ravitaillement. Effectivement, il semblerait qu'il y ait un vrai souci pour le pilote anglais qui est toujours dans sa voiture, vous le voyez. On travaille à l'avant, peut-être une touchette au moment de la collision entre Wurtz et Ralf Schumacher. On vérifie l'aileron arrière. Il y a un problème. Il y a un problème sur l'arrière. En attendant, Olivier Panis a gagné une place. Il est 12e. En attendant, Coulthard continue à améliorer le record du tour. Il est en 1,29,7. Il est déchaîné, David. Il faut qu'il marque des points pour récupérer, pour rattraper son coéquipier, pour se battre pour la finale. Et donc, il est très très motivé. Il a fait la pole position. Il est parti en tête. Il sait que c'est une situation primordiale pour un pilote. Et donc, on va certainement le voir attaquer pendant tout le Grand Prix. Il a du mal, physico. Frentzen aussi. Villeneuve se maintient en 4e position derrière les 3 leaders, Coulthard, Hakkinen, Schumacher. Villeneuve 4e à 25 secondes. Irvine 5e est à 27 secondes. Et puis Frentzen déjà à 34 secondes. Et regardez derrière la voiture qui arrive, c'est Ralf Schumacher au volant de l'autre Jordan Honda qui est en train de revenir sur ce trio, quatuor, mais en fait ce trio pour les points. Regardez, on vient de l'apercevoir. Il est en train de remonter, il tourne régulièrement plus vite qu'Alesi, Fisichella et Frentzen. En fait, il se passe que... Aïe, il va pas y arriver. Il se passe que Frentzen est en train de ralentir tout ce petit peloton et c'est pour ça qu'on assiste au retour, regardez derrière, de Ralf Schumacher. Alors, pour nous. Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Frentzen. L'an passé, ici même, à Imola, il avait remporté sa première et son unique victoire en Grand Prix à ce jour. Et là, les Williams, un an après, ils emmènent vraiment pas large, Jacques. Oui, beaucoup de problèmes chez Williams. On s'est aperçu que les gros problèmes au train arrière. On a même essayé un nouveau train arrière, enfin nouveau, celui de l'ancienne voiture. Ça a l'air de marcher mieux. Et on est en train d'adapter, regardez ça, ce train arrière à une nouvelle configuration aérodynamique des voitures 98. Et c'est pas évident. Et on est en train de s'activer à ça chez Williams. Ouais, beaucoup de soucis, les Williams, effectivement. Ils ont essayé ce train arrière. C'est du côté du train arrière qu'il y a des problèmes. Jacques Villeneuve nous l'avait dit déjà au Brésil. Voilà. Ils l'ont essayé à Jerez en essai privé, mais je pense pas qu'ils l'auront avant Barcelone, voire même Monaco, dans un mois. Je vous propose de jouer avec nous cet après-midi au concours Top Position. C'est parti. Il s'agit de nous donner les 3 premiers dans l'ordre et non pas les 3 abandons que vous avez sous vos yeux. Herbert, Magnussen, Barrichello. Les 3 premiers dans l'ordre à ce stade du Grand Prix pour gagner des stages de pilotage sur 36-15 code TF1. 14 tours couverts. Coulthard à 4 secondes et demie d'avance sur Hakkinen. Schumacher est à 14 secondes, 1 seconde au tour. Oui, ça roule un peu plus vite pour Schumacher. Il améliore ses chronos. La Ferrari s'allège peut-être. Oui, regardez le. Ah là c'est salaud Herbert, voilà le problème d'Herbert. Regardez, il lève la patte. Voilà. Il était sur 3 roues. Voilà. Alors une crevaison ou un problème arrière à l'arrière droit. À mon avis, le pneu doit être crevé. Je l'ai pas vu, mais je pense que ça doit être ça. La voiture ça fait, c'est l'argent, vous avez vu. C'est une belle image. On revient sur Frentzen et Fisichella. Fisichella qui a pas mal de pression aussi parce qu'on l'a souligné aux essais.
Jean-Louis Moncet nous le rappelait sur la grille de départ, eh bien Alexander Wurz est en train de le tailler un peu. Fisichella en qualification comme en course. Wurz est très solide. Il a terminé 4e au Brésil, 4e en Argentine. Il engrange des points. Alors que Fisichella semble un peu moins constant en course et un peu moins performant en vitesse pure en qualif, alors qu'il a quand même un peu plus d'expérience que l'Autrichien. Et chez Benetton, évidemment, ces deux jeunes pilotes doivent un petit peu prendre leur marque. Pour l'instant, c'est Wurz qui réussit. Oui, parce que peut-être tout simplement, vous l'avez dit tout à l'heure pour Rosset, peut-être que la voiture de Wurz est un peu plus performante, ça arrive en Formule 1. Heureusement et malheureusement, je veux dire qu'une voiture soit un peu plus performante. Et c'est peut-être le cas pour Fisichella, qui est quand même un garçon qui est très très rapide, mais c'est vrai que Wurz nous a toujours énormément impressionné, qu'il a très peu d'expérience. Il est là, c'est formidable pour lui. Vous savez, Wurz, c'est son 7e Grand Prix. Ah oui, c'est dingue. Et on parle déjà de lui dans les rumeurs de transfert pour la saison prochaine, notamment déjà chez Ferrari. Figurez-vous qu'il y a déjà eu un contact qui a été établi entre la Scuderia et le jeune Alexander Wurz, 24 ans, 7 Grands Prix derrière les ceintures. On a entendu aussi parler, Pierre, chez Barrichello, chez Stewart Ford, d'un changement de pilote au détriment du jeune Magnussen. On entend parler de ça dans les paddocks. On va suivre ça avec intérêt, mais peut-être qu'on se pose des questions chez Stewart par rapport aux performances des voitures. Oh la vie, un gros travers à la sortie de Tamburello. Vous savez, on est au 15e ou 16e tour. Et les pneus commencent à fatiguer. On devrait assister, si on devait s'arrêter 2 fois, à bientôt 2-3 fois même, on devrait s'arrêter. Et dans 5 tours, on ne s'arrêtera plus que 2 fois. Donc, où on va s'arrêter maintenant? Dans les écuries, je n'ai pas l'impression que ça s'affole. Donc, on va aller sur 2 ravitaillements. En tout cas, on peut penser ça maintenant. Évidemment, les pneumatiques souffrent, mais aussi les freins. Et 2 arrêts, ce ne sera pas plus mal pour refroidir les freins. En tout cas, Frentzen là fait le jeu d'Irvine qui est devant lui et de Villeneuve, parce que je pense que la voiture bleue qui suit celle de Fisichella était capable de suivre le train et la vitesse d'Irvine et de Villeneuve. On est en train... Oh là là, au ralenti. Voilà. Mika Hakkinen en difficulté sur la McLaren Mercedes. On vient de voir Schumacher passer comme un bolide. Oui, rien n'est fait. Alors que se passe-t-il pour Hakkinen? C'est une panne, Pierre. Ah oui, c'est évident. Ouais. Hakkinen a un problème. Un problème de boîte, regardez dessus. Regardez. Je sais pas s'il n'y a pas un problème de fond plat qui est décroché. Il y avait une drôle de forme sous la voiture. Il est quand même très lent. Quand même très lent. Je vais peut-être m'avancer un petit peu. Mais juste avant de monter sur la grille, on travaillait très très fort en étant très sceptique chez McLaren sur le train avant et la roue avant droite de la McLaren de Mika Hakkinen. Et les mécaniciens, je peux vous dire, faisaient une drôle de tête. Alors peut-être que ça n'a aucun rapport, mais juste avant de monter en grille, il n'était pas optimiste du tout. 17e tour dans ce Grand Prix de San Marino, et je peux vous dire que le public est debout. Regardez. Parce que la Rossa est 2e et les tifosi sont déchaînés. Plus qu'une flèche d'argent à aller croquer là-bas devant. Et Hakkinen rentre, regardez, vraiment au petit trot. Il doit être en sérieuse difficulté, le Finlandais. Et c'est une première alerte en termes de fiabilité pour McLaren Mercedes, qui avait réussi sans faute jusqu'à présent. On vous l'a dit, Pierre, il fait très chaud sur ce Grand Prix. Beaucoup d'inquiétude dans toutes les écuries pour les fonctionnements moteurs. C'est fini. Et oui, c'est fini. Et on ne saura pas. On n'aura pas l'occasion de voir. C'est fini. Alors, le leader du championnat du monde, qui disputait ici le 100e Grand Prix de sa carrière, abandonne au 17e tour, Mika Hakkinen. Ah, le retour. Regardez alors maintenant la position de Schumacher, qui est en 2e position, 6 points dans son escarcelle. Il était à 14 points, ça lui en fera plus que 8. Ça se resserre, et tant mieux, on est ravis, on est désolé pour Mika Hakkinen. En tout cas pour David Coulthard, ça continue. David Coulthard qui vient de doubler et qu'est-ce qui se passe? Commissaire de piste au pas de course. On a vu passer Trulli dans le peloton de chasse. Curieux. Enfin, Coulthard maintenant donc aux prises avec les attardés. Là, il est juste derrière l'Argentin Esteban Tuero qui occupe la 16e place. Coulthard en tête avec 16 secondes d'avance. Voilà, en sortie de route là. C'est une grosse sortie de route. Oui. Une roue arrachée à droite. Est-ce qu'ils sont accrochés la Benetton et c'est une Benetton Frentzen? Voilà, donc on va savoir. Oh là là, c'est Fisichella en marche arrière, tout seul comme un grand. Alors ça, c'est à Aqua Mineral et un freinage en courbe très. Il a tapé grosse dans les touchette. pneus. Il a arraché la roue arrière droite de Fisichella.
On parlait de la pression qui s'exerçait sur ces jeunes et frêles épaules chez Benetton, pression exercée par son équipier Wurtz. Et bien voilà. Regardez. Oh, il y a peut-être une touchette auparavant. Parce qu'il arrive quand même vite en arrière. Ouais, c'est bizarre, parce que franchement, à cet endroit-là, bon, c'est rapide. On est en virage indévers, un léger droite. Et regardez ce pauvre Hakkinen. C'est fini. Et oui, Mika. Et il doit gamberger Hakkinen parce qu'il avait une belle avance. Regardez. Voilà Wurtz. Et on aperçoit Fisichella qui part tout seul à gauche. D'un seul coup, ouais. C'est peut-être un problème de freinage. Un problème mécanique certainement, parce que la voiture est partie à l'inverse de là où elle devait aller. Et là, on est dans un virage à droite en descente. Peut-être une très rapide, on est en cinquième. Mika Salo, le premier à s'arrêter pour les ravitaillements avec la Rose. Salo qui occupait une très belle 10e place. Et qui s'arrête 9e, même il était Mika Salo avec la Rose, le premier à s'arrêter. Vous savez ce que je pense, Pierre, pour l'incident de Fisichella? Peut-être qu'au freinage on passe une vitesse et que Fisichella s'est embrouillé avec sa vitesse, que pour partir en tête comme ça à l'inverse de la trajectoire de course, c'est peut-être un blocage de boîte. Ouais, cela dit, c'est un freinage en appui, et beaucoup de choses peuvent se produire. En tout cas, Fisichella out pour Benetton. Alors, il y a le ménage, voilà, les ravitaillements se poursuivent. Là, c'est la Tyrrell de Diniz, non de Rosset, pardon. C'est l'autre brésilien. Et Diniz, elle est aussi, vous voyez, voilà, il y a Diniz avec la Rose en haut de l'image et Rosset. On met de l'essence, on met de l'essence. En bas, on met de l'essence. Les deux Brésiliens étaient en bagarre. Oh, Wurtz au ralenti. Mais décidément, chez Benetton, c'est pas le jour. Et ça fume derrière. Problème de frein, Jacques? Oui, de frein, de moteur. Il fait chaud, Pierre. C'est la première fois que les écuries abordent des conditions aussi difficiles, qui ne sont pas exceptionnelles, mais on a passé 3 grands prix. Et c'est fini pour Diniz. 3 grands prix, Pierre, où la température n'était pas ce qu'elle devait être, donc les écuries n'ont pas fait trop attention et il n'y a pas eu d'alerte en fait. Il y a la fumée qui sort de la boîte à air de la Benetton. Wurtz. C'est assez rare. Il y avait une petite flamme à l'arrière gauche. Il regarde quand même l'arrière gauche. Non, c'est moteur. Un souci, les flammes. Effectivement, du côté du moteur, il y en a déjà eu un en qualification. Chez Mecachrome, c'était chez Williams. C'était Frenzen qui avait cassé un moteur. Voilà, il y avait le feu. Donc Wurtz disparaît. Pedro Diniz qui était 14e sur la Rose abandonne également. Ça reste un circuit difficile, Pierre, pour les mécaniques et pour les pilotes. Regardez la bagarre. Villeneuve-Irvine pour la 4e place maintenant. 3e. Il est 3e, Jacques, évidemment, depuis l'abandon d'Hakkinen. Et là, c'est le podium qui se joue. Coulthard à 14 secondes d'avance sur Schumacher. Villeneuve est 3e à 32 secondes. Allez-y se rapproche de Frenzen. Irvine est 4e, Frenzen 5e et Allez-y 6e dans les points avec la Sauber. Ralf Schumacher 7e, Trulli et Panis, les deux proches de Peugeot, 8e et 9e. Et le japonais Takagi 10e sur la Tyrrell. Desmenil occupe la 11e place avec la Jordan Honda. Et Mika Salo qui a déjà ravitaillé est 12e sur la Rose. Regardez la jolie vue. Là on aborde la première chicane. Tamburello. Regardez, 3e, seconde je pense, 3e ici. La 4e, elle a un gauche très rapide. Regardez, 4e, 5e, 6e. Un joli freinage pour la chicane Villeneuve. Regardez, et voilà, Jacques Villeneuve qui aborde le freinage de Tosa avec Eddie Irvine sur ses talons. Pierre Van Vliet, j'ai à côté de moi Christian Blum qui va pouvoir nous en dire un peu plus sur les malheurs de Benetton Mecachrome. Vous le connaissez, Christian, il est intervenu ce matin dans Automoto Christian. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Fisichella, on l'a vu, et Alexander. Alors Alexander, sur la grille de départ, a eu un problème, sa boîte est restée bloquée, ce qui lui a fait faire un tour dans le limiteur. Et le fait de rester dans le limiteur, ça a vidangé complètement la bâche à huile. Donc quand il est revenu, on a changé le volant, reseté le moteur, c'est reparti, mais il manquait de l'huile dans la voiture. On perdait de la pression dans chaque virage et c'était déjà un miracle qu'il arrive jusque là, et ce qui devait arriver arriva, le moteur a cassé. Bon, eh bien pas de chance pour Alexander Wurtz. Merci Christian Blum de cette explication technique qui n'était pas sans importance. Ah, très précise. Merci Jean-Louis. Et une toute petite précision, il semblerait que de côté d'Hakkinen, mon explication ne soit pas la bonne. Apparemment, ce serait la boîte de vitesse. On va essayer d'en avoir confirmation. Ce serait la boîte. Et effectivement, ça semblait être un problème de transmission. Là, nous avons Nakano qui s'arrête avec la Minardi. Le japonais, il était 14e, juste derrière son équipier Tuero, l'Argentin. Minardi, c'est l'écurie locale. Vous savez, ils ont des supporters aussi parce que la petite écurie Minardi, elle est basée à Faenza, à 10 km à peine du circuit d'Imola. Très long ravitaillement, 15 secondes. Évidemment, on est moins nombreux, on s'entraîne moins souvent, on a moins d'argent. Enfin, c'est ça, la F1 aussi. Regardez les belles images. La seconde partie du peloton. Allez, attaque. Villeneuve-Irvine. Allez, ça voilà va ravitailler. Voilà Ralf Schumacher dans les stands. Il est aussi dans une stratégie à 2 arrêts, visiblement.
met de l'essence, on change les 4 pneus, on laisse refroidir un peu les freins. On met pas mal d'essence. Et c'est reparti après un peu moins de 12 secondes d'immobilisation pour la Giordanola de Ralf Schumacher. Pierre-Jacques. Oui, Marc. Voici Mika Hakkinen qui va nous donner une explication. What went wrong, Mika? Well, it was really disappointed, really. I mean, I was running quite comfortably second. J'ai perdu la deuxième vitesse Any pressure on Davis, just running complètement. concentrating my driving. And just the fourth gear. I lost Et the fourth. puis la quatrième. And after that, started jumping off the fifth gear. Après ça, les vitesses sautaient. So it was no point to. Et c'était impossible de continuer. J'ai essayé de... Ouais, c'est la première fois que vous avez un problème de fiabilité cette saison. Eh oui, c'est la première fois. Yeah, it's the first time. It was really disappointing. But Ouais, c'est très décevant. Mais bon, ça arrive, c'est la course. 100e Grand Prix qui n'a pas souri. Mika Hakkinen, le Finlandais, leader du championnat du monde. Il le sera encore ce soir car il a plus de 10 points d'avance sur ses poursuivants. Schumacher et Coulthard dans l'ordre pour l'instant. Le duo en tête du Grand Prix, c'est Coulthard devant Schumacher. 17 secondes d'avance après 22 tours. Et Jean Alesi rentre au stand. Et nous, pendant ce temps-là, on rentre à Paris pour une courte pause. À tout de suite. Dans le 25e tour du Grand Prix de San Marino de Formule 1, la bagarre continue entre Villeneuve et Irvine pour la 3e place. Derrière les leaders, Coulthard, 20 secondes d'avance sur Schumacher. Au 24e tour, Coulthard-Schumacher. Et puis Villeneuve ici 3e. Irvine 4e sur l'autre Ferrari. Frentzen 5e pour la seconde Williams. Jean Alesi occupe la 6e place après son arrêt ravitaillement qui précédait tout juste notre page de pub. Et puis pendant la pub, eh bien, on a eu droit à un autre ravitaillement, celui d'Olivier Panis qui occupait la 6e place à ce moment. Regardez-le, Olivier. Voilà la Prost Peugeot qui va s'immobiliser devant son stand. Et regardez Pierre qui s'échappe. Ouh là là, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Les freins fonctionnent, regardez dans toutes les... C'est beau, hein. Ouais, beaucoup de poussière de carbone. Très très rapide l'arrêt, 7 secondes 2. 7 secondes 2, c'est magnifique. Magnifique. Et c'est mieux que Jordan, vous le constatez là à l'instant avec des Monil qui repart. C'est un peu mieux même que Sauber, oui. Avec Alesi qui s'est arrêté 8 secondes. Ceux-là sont partis pour s'arrêter 2 fois. En revanche, les hommes de tête, oui. Coulthard, Schumacher, Villeneuve, Irvine, chez McLaren, chez Ferrari et chez Williams, Jacques Lafitte, on va peut-être, je sais pas, vous avez peut-être d'autres informations. Oui, Jean. Pierre, chez Ferrari, on se prépare maintenant. Voilà, on fait un petit essai avec le pistolet pneumatique et on prépare les pneus. Voilà. Alors on se prépare, Jean-Louis, à votre avis, pour un seul arrêt ou pour 2 arrêts? Parce que nous sommes au 26e tour, ma foi, il y en a 62. Et oui, et toute l'astuce va consister à cela. En tout cas, c'est Michael Schumacher qui va s'arrêter en premier. C'est lui qui va décider de ce qu'il fait, mais bien sûr qu'on peut en faire un ou qu'on peut en faire 2. On sera vite fixé en fonction du chronomètre et de la quantité d'essence embarquée par Schumacher. Mais Coulthard en pneus durs, rappelons-le, est vraisemblablement parti pour un cavalier seul, avec un seul arrêt ravitaillement. Ça c'est sûr, Pierre. Bon, c'est Pierre, sûr. Jacques, C'est alors je crois que Michael en fera 2. Ouais. Je vous le dis. Ça semble logique à ce stade de la course parce qu'on est quand même au 25e tour. Ce sera le 26e au moment où il s'arrête. Il y en aura encore 36, c'est beaucoup. Et Coulthard rentre, voyez, au moment précis où on vous disait qu'il allait faire un seul arrêt. Voilà le leader, David Coulthard chez McLaren, lui aussi dans une stratégie à 2 arrêts. Ça paraissait un peu trop beau pour être vrai, faire un seul arrêt, Jacques, en raison de la chaleur qui règne aujourd'hui à Imola. Oui, mais moi on peut penser aussi que Coulthard avait parté avec des pneus durs et Hakkinen... Coulthard en pneus tendres, pardon, et Hakkinen en pneus durs, mais je ne le crois pas très sincèrement. C'était des pneus durs, il nous l'avait... Voilà Schumacher. Alors Jean-Louis. Essence pour quand même presque le plein. Les pneus, c'est déjà fait. Il repart. Bravo. 8 secondes 3, c'est un peu mieux, non même pas, c'est le même temps que chez Sauber, c'est moins bien que chez Prost. Pour l'instant, c'est les Bleus qui ont le record de l'arrêt le plus court. Et voilà Villeneuve chez Williams, le balai continue. Tout le monde va s'arrêter de fois. Regardez les freins, c'est terrible ce qui souffre ici. C'est pas fini la course, Pierre. Les freins vont peut-être occasionner d'autres problèmes. En tout cas, c'est vrai qu'on pensait qu'il y aurait un seul arrêt chez McLaren, mais peut-être a-t-on décidé d'avoir une stratégie différente parce qu'un arrêt, ça refroidit un peu tout l'ensemble, les freins, et qu'on est mieux avec des pneus tout neufs, évidemment, pour les freinages et tout ça, pour garantir le succès de la McLaren de Coulthard. Jacques, juste pour vous rappeler que vous savez que les disques de frein sont limités maintenant à 28 mm et qu'avant ici on mettait des 32 mm d'épaisseur. Ça fait une belle différence, on l'a souligné tout à l'heure. Chez Ferrari, on est prêt maintenant à accueillir Eddie Irvine qui occupe la 3e place, ma foi.
puisque Schumacher s'est arrêté. Oh là, attention Villeneuve au freinage là, derrière une Tyrrell. Il a failli être surpris par Rosset. Rosset qui maintenant l'a vu dans ses rétroviseurs. Ça y est. Villeneuve qui est reparti. Pour et Villeneuve, entre Villeneuve et Irvine au ravitaillement, eh bien ça va se jouer à peu de choses près parce qu'ils étaient roue dans roue sur la piste. Alors Jacques, la longueur des arrêts, c'est aussi dépendant de la quantité d'essence qu'on embarque. Là on a vu que Villeneuve était resté immobilisé 11 secondes. Oui. Il va peut-être retarder son dernier arrêt un peu plus près de l'arrivée. Exactement, on va peut-être décider par rapport à l'usure des freins, surtout par rapport à la température des moteurs. On a peut-être une stratégie, on ne sait pas en fait exactement ce qui va se passer. On avait beaucoup d'inquiétudes pour les freins, visiblement vu la poussière qui s'échappe à chaque ravitaillement. Voilà Irvine. Jean-Louis Moncey chez Ferrari, voilà l'Irlandais, le lieutenant. Et top, il s'arrête. Là aussi, des pneus absolument neufs. Alors peut-être que chez Ferrari, il y aura deux stratégies différentes pour Irvine, on verra. Non. Avec 8 secondes d'arrêt, ça m'étonnerait. Il va encore devoir revenir reprendre de l'essence. Irvine, Frentzen est dans les stands aussi. Chez Williams, là-bas au fond. Et non, c'est parce que j'ai posé la question chez Ferrari et que là, on émet quelques doutes. C'est la raison pour laquelle je vous en fais part. Ben oui, on aimerait bien y croire chez Ferrari, forcément. Mais il n'y a plus qu'une seule McLaren devant. Hakkinen a déjà été immobilisé par des problèmes mécaniques, la boîte de vitesse. Alors on souhaite évidemment pas ça à David Coulthard qui a une revanche à prendre sur le sort, qui n'a pas encore gagné un Grand Prix cette saison. Et qui caracole en tête. Villeneuve dans les roues d'Irvine. Oui, Villeneuve, un long arrêt. Oui. 8 secondes chez Ferrari, 11 secondes chez Williams, mais sur la piste, vous voyez tout de suite la différence. Voilà. Mika Salo rentre déjà pour la deuxième fois. Alors ça, c'est peut-être pas très catholique. Ouais. Et on se prépare quand même chez Arrows, comme si de rien n'était, on ravitaille. Il a peut-être très peu d'essence, Mika, pour essayer de se maintenir. Il était toujours parmi les 10 premiers. Avec cette Arrows dessinée par John Barnard, l'ingénieur britannique. Cette voiture fragile, mais qui a indiscutablement un certain potentiel, même si là, le ravitaillement... Non, il y a quelque chose. S'éternise un peu. Ça ne remplit pas. Regardez un petit souci, nous dit-on, chez Williams, c'est que Villeneuve est reparti avec la trappe de réservoir toujours ouverte. Oui, vous savez ce que ça veut dire. Alors, Salo. Très long arrêt, des soucis quand même, peut-être avec les freins déjà. Alors on revient sur la piste, on va essayer de faire un petit peu le point du classement au milieu de tous ces arrêts. En tête Coulthard, il s'est arrêté, on l'a vu. Nous sommes au 28e tour, il a 23 secondes d'avance sur Michael Schumacher en deuxième position sur la Ferrari. Troisième Eddie Irvine avec l'autre Ferrari. Il a donc passé Villeneuve en ravitaillement. Oh là là, regardez, attention, allez-y, est devant Frentzen. Et grâce aux mécaniciens de chez Sauber qui ont été plus prompts dans les stands, eh bien allez-y a gagné une place. Il est 5e devant la Williams de Heinz-Harald Frentzen. Mais attention monsieur Rosset, il faudrait regarder dans vos rétroviseurs un peu plus attentivement. Là c'est Ralf Schumacher en bagarre avec Olivier Panis pour la 7e place. Olivier Panis dans le coup avec la Prost Peugeot. Bientôt dans les points, une belle bataille. Et effectivement une seule aile de pingouin à gauche pour Olivier. Vous voyez, ça n'entache en rien les performances de la voiture. Olivier est là. Il y avait une course longue et difficile. Il est en train de faire sa course longue et difficile. La voiture n'est pas très très performante. Mais on avait vu dans les derniers Grands Prix qu'en course, ça allait toujours un peu mieux qu'aux essais. Bon, la voiture a l'air d'être un peu plus rapide. Et puis c'est surtout, je crois, le talent et la combativité des pilotes Prost qui fait un peu la différence. On a le moral et on insiste. Regardez. On progresse en tout cas. Pierre et Jacques, on parlait des freins, on les évoquait il y a quelques instants. On est avec Jean-Luc Etcheverry de Trémy de Carbone Industrie. Attention. La panne d'une Tyrrell. Allons-y. Qui est ça? C'est Nakano, c'est une Minardi. Et avec le contre-jour, on la voyait toute blanche cette voiture-là. C'est Nakano qui abandonne, moteur cassé. Voilà. Heureusement que ça s'est pas passé avant. Heureusement parce qu'il y avait du monde derrière. Voilà. C'est juste avec Jean-Luc de préciser l'usure des freins ici. On les a évoqués tout à l'heure dans le à la une, mais ici dans le commentaire. Ça va aller jusqu'au bout les freins, Jean-Luc, aujourd'hui? Écoutez, toutes les prévisions que nous avons fait pendant les essais avec le plein. Attention Marc, la voiture de Nakano prend feu. Il y a un nuage de fumée qui barre la piste là-bas. Bon, espérons que tout se passe bien. On revient avec Jean-Luc Etcheverry. Oui. Parler des freins. Vous n'hésitez pas à nous interrompre, Pierre et Jacques.
Oui, donc toutes les évolutions que nous avons pendant les essais montrent qu'on finit la course. Cependant, ça va finir très limite puisque la réglementation nous impose 28 mm cette année au lieu de 34. Et freiner les voitures avec cette taille-là, c'est très limite. Juste un tout petit mot, on voit toujours à chaque ravitaillement énormément de poussière de carbone. C'est inquiétant ou pas? C'est pas inquiétant en fait, c'est le volume de carbone qui s'use normalement. L'aérodynamique des voitures fait que cette poussière reste dans la par centrifugation et en fait elle s'évacue lors des ravitaillements par le pistolet. Merci Jean-Luc, merci Marc. Et on revient sur la piste avec Jean Alesi devant Jens-Harald Frentzen. Alesi 5e. C'est la place qu'il occupait à l'arrivée du Grand Prix d'Argentine il y a 2 semaines. Et là, nous sommes à mi-course, même pas. Et Alesi est déjà 5e. Ouais, formidable. Alors de là à ce qu'il aille nous faire un podium, Jeannot, hein, c'est pas impossible, ma foi, parce que la course va être longue et très délicate. En tout cas, ça chauffe de tous les côtés. Et nous ne sommes qu'à mi-course, même pas. Nous sommes au 30e tour. Il y en a 62 dans ce Grand Prix de Saint-Marin cet après-midi. Salo est au stand. À nouveau, des soucis de fiabilité chez Arrows. Oui, peut-être avec le ravitaillement. Et puis, voilà, au moment où il repart, on revient sur Schumacher. Et moi, je vous propose de jouer pour la 2e fois avec nous au top position. Les 3 premiers dans l'ordre, il faudra trouver le 3e. Allez Olivier. Et il y va avec Ralf Schumacher. Bravo. Il est passé Panis. Formidable. 7e. C'est pas facile de passer là. On a vu tout à l'heure se casser les dents Fisichella en suivant Frentzen. Et regardez bravo. Olivier Panis. Il faut être courageux pour doubler Ralf Schumacher à cet endroit-là, je peux vous le dire. Du courage, il en a, Olivier. Et la Prost Peugeot progresse, c'est évident. On avait tendance à un petit peu tirer sur le pianiste en début de saison. C'est vrai que la situation était décevante par rapport à ce qu'on avait un petit peu annoncé parfois un peu vite pendant l'hiver. Mais il faut laisser le temps que la mayonnaise prenne chez Prost Peugeot. Il y avait beaucoup de choses à faire. Là aussi, il y a une trappe de réservoir ouverte chez monsieur Ralf Schumacher. Vous savez, le petit bouchon du réservoir. On revient sur Michael Schumacher, sur la Ferrari, avec elle aussi des petits ailerons latéraux au centre des pontons. On les appelle les candélabres, là, du côté de la Scuderia. Et cela a apporté un petit peu d'appui supplémentaire, Jacques. Oui, ça l'apporte pas mal. Visiblement, ça doit marcher, puisque tranquillement mais sûrement, toutes les équipes commencent à s'équiper de ces artifices aérodynamiques qui sont en train d'être, la FIA semble-t-il être en train de vouloir les interdire. Ça va peut-être se passer d'ici la prochaine course. On verra disparaître les candélabres. Mais il est question de les interdire pour le Grand Prix de Monaco à la fin du mois. Parce qu'à Monaco, vous savez que les ravitaillements, les stands très étroits, eh bien, si on a un incident comme celui de Jean Alesi à Buenos Aires, souvenez-vous, il avait perdu une de ses ailes de pingouin avec un tuyau de réservoir, un tuyau de ravitaillement de Arrows, l'écurie voisine. Évidemment, ça peut provoquer des dégâts dans des stands comme ceux de Monaco. Et la Fédération internationale envisage d'interdire ces petits ailerons à partir du Grand Prix de Monaco pour des raisons de sécurité. Pendant ce temps, Coulthard il prend un tour déjà à Panis. Ah non, à Trulli. À Trulli, pardon. Trulli qui est 9e avec l'autre Prost Peugeot. Mais donc ces ailerons pourraient disparaître. Normalement, il faut une unanimité des concurrents où il faut en principe attendre 1 an avant d'interdire ce genre de nouveautés. Ma foi, là la fédération peut éventuellement invoquer des raisons de sécurité. Nous, je ne vous cache pas que ça nous déplairait pas si on les supprimait, parce que esthétiquement c'est pas très joli. Oui, mais c'est efficace. Alors, en tout cas, regardez, pour David Coulthard, tout va bien. Écoutez le moteur, tout marche. Alors pour Coulthard, Jacques, sachant qu'il est débarrassé de son équipier Mika Hakkinen, ça va être la course la plus longue, hein, parce que là il sait qu'il a la course en main, mais il doit surveiller les températures, il doit regarder les rétros, surveiller l'écart avec Schumacher. Il doit être inquiet malgré tout, David. Évidemment, il n'est pas à l'abri, il est comme les autres, il n'a jamais couru avec cette température, il a vu son coéquipier abandonné, il doit être au courant de ce qui s'est passé. Alors il doit certainement faire attention, mais il ne faut pas qu'il fasse trop attention, parce que 26 secondes sur Schumacher, rien n'est fini, il y a cette usure des freins. On sait qu'ils vont ravitailler encore pour changer de pneus toutes les équipes, mais il y a ce problème de freinage. On entendait tout à l'heure l'ingénieur en parler, et c'est vrai qu'il y a un réel souci dans les teams, mais un souci mitigé, hein, Pierre. Je me suis promené un peu partout. On avait, vous savez, dans les teams, quand on pose des questions, on a l'impression de dire non, vous inquiétez pas, tout va bien, hein, voyez. Mais quand même, il y a du souci. Ouais, Jean-Luc Etcheverry de Carbone Industrie nous disait même qu'on était passé de 34 mm de circuits comme ceux-ci ou Montréal à 28, forcément, ça fait une sacrée différence.
On avait oublié de dire aussi que c'est un circuit 6 pierres, j'ai oublié de vous le dire, qui tourne à gauche, hein, comme au Brésil à Interlagos. C'est les deux seuls circuits de l'année où les voitures ont dans le sens inverse des aiguilles du monte, et c'est un peu plus délicat pour les pilotes. Je veux dire, on a un peu plus de virages à gauche, a priori, quoi. Mais enfin, on est un peu plus loin dans la saison, voilà. Donc on a eu le temps de se muscler quand même le coup. Frentzen qui revient sur Alesi. La Williams un petit peu plus performante que la Sauber, mais il aura du mal à doubler notre Jeannot national, Frentzen. Ça tourne un peu plus vite pour Frentzen. Avec le deuxième train. Ça tourne un peu moins d'essence peut-être. Quoique. Voilà, Frentzen 6e, Alesi 5e. Le quatuor de tête, ça ne change pas. Coulthard sur la McLaren, 33 tours couverts. Schumacher 2e à 25 secondes. Irvine 3e à 49 secondes. Villeneuve 4e à 55 secondes. Et puis Jean Alesi ici devant la Williams de Frentzen à un peu plus d'une minute. Vous avez vu le petit survirage de Jean? La voiture, là ça glisse, il glisse beaucoup Jean. Ça chauffe. Olivier Panis en 7e position. Toujours dans le même tour. Et puis 8e à un tour, Ralf Schumacher sur la Jordan Honda. Jarno Trulli avec l'autre Prost Peugeot 9e. Ça veut dire que les Prost Peugeot sont fiables maintenant. Oui, et puis il faut noter que Olivier Panis n'est qu'à, c'est déjà un écart important à 19 secondes de Frentzen pour la 6e place, pour le point de la 6e place. Mais enfin, la course n'est pas finie. La position qu'occupent Panis et Trulli et Schumacher n'est pas mauvaise. C'est les premiers à pouvoir marquer des points. Peut-être des soucis de frein pour Frentzen. J'ai vu un peu de fumée sortir des roues. En tout cas, il a perdu un peu de temps par rapport à Jean dans ce tour-là. Mais bon, il est là, regardez. Blocage de roue. Et puis derrière, Damon Hill, 10e avec la Jordan Honda. Il avait perdu beaucoup de temps au départ, Damon. Mais il est pas mal, il revient un peu sur Ralph. Et puis Takagi, 11e. Belle sur performance pour la Tyrrell avec son pilote japonais qui est très rapide. Hein. Qui découvre les circuits et qui marche très fort. Vous savez, Frentzen, il doit se souvenir de Melbourne l'an passé. Ah oui, les freins. Il a perdu un Grand Prix. On se souvient du Grand Prix d'Australie, effectivement, il y a un peu plus d'un an où Frentzen avait perdu la course avec des freins complètement surchauffés et même un incendie à 2 tours de l'arrivée. Donc Frentzen consomme des freins. Il y a des pilotes comme ça dont le style de pilotage, Jacques, est plus exigeant pour la mécanique. Oui. C'est vrai pour Frentzen, c'était vrai pour Hakkinen aussi chez McLaren qui usait davantage de freins que Coulthard ici à l'image. David Coulthard qui a un style très coulé, très épuré. Il attaque, je vais vous dire. Tout le week-end, il n'a pas cessé d'attaquer. Il voulait absolument être en pôle. La position importante dans la stratégie du team. Et il a eu, regardez, il est en train de rattraper en tout cas. Une Prost au stand. Trulli qui a été dans le décor. Les pneus sont sales. Il y a une petite incursion hors piste pour Jarno Trulli qui rentre au ralenti. Dommage. Et retour au garage. Dans l'ombre. Retour dans l'ombre de Trulli et de la Prost Peugeot. Mais il y en a une autre encore en course, heureusement. Et elle est bien placée. C'est Olivier Panis, très combatif, en 7e place à la porte des points dans ce Grand Prix, alors que nous venons de franchir le cap de la mi-course. Voilà, regardez l'incursion. L'explication. C'est à Rivazza. Et ce sont des problèmes de frein, Jacques. J'en ai peur. Je suis sûr. C'est obligatoire. Et là, les pneus, effectivement, mais bon. S'il abandonne, c'est qu'il y a de vrais soucis. Oui, il y a eu peut-être un petit problème parce qu'il suffit de changer les pneus, de repartir. Mais vous savez que quand on va dans le gravier comme ça, on se charge de quelques kilos de terre et de gravier et c'est difficile de continuer. On revient sur David Coulthard. Jean-Louis Moncey vous disait tout à l'heure sur la grille de départ, entre Coulthard et Hakkinen, eh bien, c'est pas la guerre, mais enfin, ça commence tout doucement à y ressembler. Il y a une véritable rivalité à l'intérieur de l'équipe. Et regardez Ron Dennis ici sur la passerelle de commandement. Coulthard le soupçonne un peu de favoritisme en faveur de Hakkinen, le Finlandais, qui est chez McLaren depuis très longtemps, depuis 5 ou 6 ans. Ils ont vécu beaucoup d'expériences très fortes dans cette équipe, évidemment. Ils ont eu beaucoup de mal à revenir au sommet. Et puis on se souvient de l'accident. Mika Hakkinen aussi. Ron Dennis avait vécu sa façon très intense. Jacques, vous êtes bien placé pour en parler. Oula, attention, non, il l'a laissé passer. C'est Trulli qui est non, c'est Olivier. Olivier qui prend un tour. Ah oui, effectivement, c'est son tour de prendre un tour. Olivier Panis, 7e, un tour. C'est bien pour lui, il va pouvoir voir comment se comporte la McLaren. Il va essayer de regarder pas mal.
Et donc je reviens sur le problème Coulthard-Hakkinen en Australie au premier Grand Prix. Effectivement, on se souvient de l'acte très chevaleresque de Coulthard qui avait laissé repasser Hakkinen en vue de l'arrivée alors qu'il y avait eu un malentendu dans les stands au moment des ravitaillements. Hakkinen avait perdu la première place. Il semble que Coulthard ait découvert après coup que ce n'était pas une erreur de l'écurie qui avait fait perdre la course à Hakkinen, mais que c'était plutôt une incompréhension de Hakkinen lui-même. Et disons que Coulthard, après coup, n'a pas été très heureux de s'être fait un petit peu blousé. Voilà, un petit peu blousé sur ce coup-là. Et ma foi, eh bien, il estime qu'on lui doit quelques points. On sait que la fédération a un petit peu toussé sur les consignes d'écurie et que ça va pas être facile de le faire à la régulière encore. Mais là, il va faire, on lui souhaite en tout cas, David Coulthard, il va faire le plein. Il ne l'aura pas volé parce que sur ce Grand Prix-là, il a été irréprochable. Il l'a pas encore. Il est allé chercher la pole position. Non, il n'a pas encore. On n'est pas encore à l'arrivée. Je sais que vous êtes très copain avec Coulthard. Mais quand même, Jacques. Oula, vous avez eu le décrochement de la Ferrari. Retour au stand de Ralf Schumacher sur la Jordan Honda. Il est 8e derrière Panis. C'est son deuxième ravitaillement, le pilote allemand. Son deuxième et dernier ravitaillement. Nous sommes au 37e tour. Il faut encore faire 25 tours, monsieur Ralf. Alors, en tout cas, Ralf très calme en ce début de course. Oui, pas d'erreur en tout cas pour Ralf Schumacher. Il est là, il est bien là, il est pas loin des points. Il est attention, c'était bien. En tout cas, en tête, Coulthard, Schumacher, Pierre, Irvine. Ça tourne à peu près dans les mêmes temps. Schumacher, Coulthard et Irvine. Elle n'est pas finie cette course, Jacques. Non. Allez. Pierre, juste avant la pub. Yarno Trulli à mes côtés. Yarno, qu'est-ce qui s'est passé? L'accélérateur, il est resté bloqué, donc j'ai sorti parce que le régime moteur il a monté tout de suite. Et donc j'ai arrêté. La voiture était pas mal debout. Après, avec le deuxième set, elle était un peu mauvais. Ok. Merci Yarno. Merci Jean-Louis, merci Arnaud. On va tout de suite tourner une nouvelle page de publicité dans ce Grand Prix. On revient tout de suite à Imola pour la suite de ce Grand Prix de Saint-Marin. Retour à Imola pour la suite de ce Grand Prix de San Marino. 39 tours couverts sur les 62 que comporte cette épreuve. La 4e manche du championnat du monde de Formule 1 1998. Voilà le 40e passage du leader David Coulthard, le jeune écossais, 27 ans, de l'équipe McLaren Mercedes, qui caracole en tête, qui domine depuis le départ. Et malgré, évidemment, ça a renforcé sa position, l'abandon de son équipier et néanmoins rival Mika Hakkinen sur l'autre McLaren Mercedes qui a abandonné en panne de boîte de vitesse. Michael Schumacher, deuxième, attaque tant et plus dans ce deuxième relais. Il maintient l'écart à une grosse vingtaine de secondes sur la Ferrari. Troisième, l'autre Ferrari d'Eddie Irvine qui vient d'effectuer une petite excursion dans l'herbe. On vous la propose tout de suite au ralenti. Regardez Irvine au freinage de Tamburello. Hop, il tire tout droit, Jacques. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des problèmes de frein certainement, d'usure de pneumatique, et puis que la piste est rendue glissante. Vous savez, quand il fait très chaud, on laisse de la gomme, de l'huile, il y a beaucoup de choses par terre, et l'entrée des courbes, spécialement à Tamburello, c'est très délicat. Les pilotes, s'il suffit qu'un pilote était un peu dans la terre avant et mis un peu de saleté sur la piste. Allez-y au stand, attention, c'est son deuxième ravitaillement, c'est important. Il est en bagarre pour la 5e place avec Frentzen. Pour l'instant, c'est lui qui a l'avantage. Grâce à ses mécaniciens chez Sauber, très rapide cette saison dans les ravitaillements. Nous sommes à 21 tours de l'arrivée. Il faut mettre un peu d'essence, pas mal même, pour aller au bout. Voilà, un peu moins de 10 secondes d'arrêt, magnifique. Jean Alesi repart et il va sans doute se maintenir en 5e position après la deuxième valse des ravitaillements. Là, c'est Schumacher qui revient sur Demonine. Et il va peut-être perdre un petit peu de temps dans le trafic. On se prépare chez Ferrari, on se prépare chez Williams. Ce sera Frentzen chez Williams qui rentrera le premier. Merci Marc. Eh bien oui, la deuxième valse des ravitaillements. Elle est annoncée par cet arrêt de Jean Alesi. Jean Alesi, auteur d'une course formidable, une fois de plus. Chez Sauber, il a vraiment retrouvé tout son punch, Jean. Oui, on vous avait il est heureux dans cette équipe. On vous avait dit que quand Jean est heureux, Jean va vite. Voilà, c'est bête et idiot, mais c'est un peu la formule pour Jean. C'est très psychologique, la F1, Jacques, et vous êtes bien placé pour savoir qu'il faut être considéré dans une équipe, il faut être mis en confiance. Quand je me souviens, vous chez Ligier, vous étiez comme un poisson dans l'eau, et puis vos 2 saisons chez Williams, ça s'est pas toujours bien passé. Oui, c'est difficile parce qu'effectivement, pourquoi j'avais choisi de rester aussi longtemps avec Guy Ligier et toute son équipe, c'est parce que
j'étais bien. Je faisais pas la pluie et le beau temps, vous ne croyez pas ça, il fallait que je sois à l'heure, il fallait que je respecte tout le monde, mais j'avais quand même des facilités d'élocution avec mon patron, j'avais des facilités de discussion avec les ingénieurs et on me considérait que j'étais bien et j'ai préféré rester chez Ligier parce que je m'y sentais bien et c'est vrai que chez Williams ça a été beaucoup plus difficile. Bon, mais c'était aussi à moi de faire la différence chez Williams, j'ai pas su la faire, mais pour Jean en tout cas, c'est un caractère, je dirais pas qu'il est comme moi, mais en tout cas il est un peu comme moi, je pense, il a besoin de ça. Et quand on l'a vu à l'Echisauber, heureux comme il était, il s'entend très bien avec son patron, avec ses mécanos, et ça paye. Vous êtes des garçons sensibles. Et les pilotes de F1 sont des grands sportifs et forcément le moral ça joue. Attention monsieur Frentzen en pneu neuf, il y a le leader, Coulthard, qui arrive. Et il est passé. Chez Ferrari, c'est probablement Irvine qui va s'arrêter parce qu'on prévoit l'arrêt de Michael Schumacher dans 4 tours maintenant. Alors mauvaise nouvelle pour Alesi, Frentzen est reparti devant, mais juste devant, regardez. Coulthard est là. Et juste derrière, Frentzen et Jean Alesi. Alors Coulthard il vient de sortir des stands en pneu neuf. Frentzen vient de sortir des stands en pneu neuf. Et Alesi, lui, il a déjà un petit tour d'élan avec des pneus un peu plus chauds. Malheureusement, il est derrière et il va avoir du mal à passer Frentzen à la régulière. Et Olivier Panis aussi vient de s'arrêter, de même que Demonil, alors que Villeneuve ne saurait tarder à le faire. Voilà, 12 secondes d'arrêt presque pour la Jordan de Demonil, c'est beaucoup. Panis, un peu moins. Oui, regardez. Jean, il est là. Et dommage pour Alesi, ça le met 6e. Derrière Frentzen. Attends, c'est pas fini, il est là, il n'est pas loin. Bien sûr, puis il va attaquer, il va essayer. Oui, bien sûr. Coulthard ici en caméra embarquée. Oui, le gap, l'écart se maintient. Regardez 24 secondes. Je sais que vous aimez bien regarder les pneus avec les caméras embarquées, Jacques. Oui. On a vu que les Bridgestone, les gommes dures, impeccable. Alors Schumacher, Ralph contre Irvine, Eddy. Dites-moi Pierre, vous êtes sûr que c'était des pneus durs chez Bridgestone, chez McLaren parce que... Peut-être, mais chez Stewart aussi on était en pneus durs, alors que chez Prost on était en pneus tendres, chez Benetton également. Mais vous savez qu'il faut, pour les gens qui nous écoutent et qui regardent ces grands prix, c'est très difficile pour nous d'avoir des informations très précises. En tout cas très fiables. Très fiables parce qu'on se méfie. On peut penser que Jacques Lafitte va les raconter aux autres. Il y a beaucoup d'intox. Beaucoup d'intox. Il faut prendre toutes ces informations avec quand même une certaine réserve. Voilà. On ne les donne pas au conditionnel, mais malgré tout, c'est pas toujours de l'argent comptant. Très sincèrement, je pense que si les McLaren avaient eu des pneus durs, ils n'auraient effectué qu'un seul arrêt parce que je sais que on sait que d'autres écuries sont en pneus tendres, ils effectuent en 2 arrêts. Je vois pas pourquoi McLaren n'aurait pas pris le risque de s'arrêter qu'une seule fois alors qu'ils en avaient la possibilité. On sait toujours qu'un arrêt ça peut coûter très cher, on n'est pas sûr de partir des stands et il peut arriver n'importe quoi. Demonil, Eddie Irvine, Jacques Villeneuve, Ralf Schumacher, tout ce beau monde n'est pas exactement dans le même tour. C'est Villeneuve et Irvine qui sont en bagarre, avec la Ferrari devant, qui sont encore dans le même tour que David Coulthard et Michael Schumacher. Ils ne sont pas encore arrêtés pour ravitailler. Voilà, pas encore arrêtés, ils ne sont pas encore doublés. En tout cas, tous les autres sont doublés. Bon, eh bien, vous avez une idée du 3e et du 4e, puisqu'ils sont en image. Mais avec ces ravitaillements, où en sommes-nous? Allez, top position, tout de suite. Les 3 premiers dans l'ordre, au 36-15 côté TF1 pour gagner des stages de pilotage. Et chez McLaren, on s'apprête à accueillir. Il est là. Il est au centre. Non, il est là, absolument. Un petit coup sur le pare-brise. Et c'est reparti très très vite. On prend pas de risque quand même. Et vous entendez le limiteur de régime. Il ne faut pas aller trop vite dans les stands, sinon c'est la pénalité. Regardez Irvine et Villeneuve, roue dans roue. C'est Irvine qui va s'arrêter maintenant chez Ferrari. Ouais, alors là, s'arrêter ensemble. Attention, il va y avoir du sport. Et chez Williams aussi, attention parce que la 3e place est en jeu. Le podium. Irvine était sur le podium à Buenos Aires déjà. Attention, ils arrivent. Allez, dans les starting blocks de chaque côté. Ça va les être roues bien alignées. Alors, l'avantage. Voilà. Il bloque les roues à l'entrée des stands de Irvine. Jean-Louis, vous êtes chez Ferrari. Oui, et le voilà. Alors attention. Il va avoir du mal. Les roues, c'est ok. Attention à la poussière de frein, ça fait mal. Là. Il ne doit plus en rester beaucoup, les disques de frein. Et il repart. 1, il y a un problème. 2, 3, 4, au moins 5 secondes derrière pour
Jacques Villeneuve. C'est long chez Villeneuve et le pauvre Woody Woodpecker qui orne le museau des voitures depuis qu'elles sont sponsorisées par un studio de cinéma. Woody Woodpecker, on l'a plus vu tellement il y a eu de la poussière noire. Il est loin, il est loin. Il est loin. Oui, l'avantage à Ferrari, très nettement, dans les stands. Voilà, Villeneuve qui repart en pneu neuf, mais Irvine est déjà sorti de Tambourine. On a souvent vu ça l'année dernière, où Ferrari prenait le pas sur Williams. C'est pas les plus rapides au ravitaillement. C'est fou. Allez, Irvine troisième. Oui. Schumacher est à 22 secondes. Et on attend Schumacher chez Ferrari dans les stands. Vous voyez les mécaniciens qui préparent les pneumatiques dans leur couverture chauffante pour maintenir les pneus à bonne température, pour qu'ils soient immédiatement opérationnels. Là, vous avez la liste des abandons qui s'allonge. Takagi, Trulli, Nakano. Ça reste un circuit difficile. Ouais, beaucoup d'abandons dans cette course. Il y aura du déchet par rapport au premier Grand Prix. Là, il reste 12 voitures sur les 22 qui ont pris le départ et nous sommes encore à plus de 20 tours de l'arrivée. Voilà, et Ignazio Lunetta vient de dire à Miodrag Couture, la flèche pour Michael Schumacher. C'est donc pas ce tour-ci, mais le suivant. Regardez, c'est une belle image. On a les deux premiers roues. C'est bien, c'était à l'arrivée ça. Mais Coulthard a déjà ravitaillé. Voilà. Alors, vous voyez, l'écart qui les séparait, c'était à peu près l'ordre d'un ravitaillement. Voilà. Ce qui avait fait le bonheur de Schumacher en Argentine. Bah ici, c'est l'écart. Il ne pourra pas combler cet écart sans incident mécanique. Et Coulthard a donc ravitaillé avant Schumacher, mais il n'a pas perdu la première place. Et oui, parce que ici, ça coûte à peu près 19 secondes de s'arrêter, Pierre. Ouais, c'est pas très cher. C'est pas très cher, voilà. C'est un des circuits les moins chers des Grands Prix. C'est parce que le virage qui précède l'entrée au stand est un virage à l'arrêt. Et puis qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour la rentrée des stands jusqu'au box. Il y a une centaine de mètres. Voilà, on est vite sur la piste. Voilà. Coulthard à 280 à l'heure, en vitesse de pointe, à 10 km/h de moins qu'en début de course. Bon, bien sûr, là, il est chargé en essence, il vient de repartir. Et Schumacher qui rentre. Il arrive chez vous, Jean-Louis. Lui aussi, il allume un petit peu ses freins à l'entrée des stands. Alors ce sera des pneus neufs pour Michael. Je rassure Jacques Lafitte, il a encore des rainures sur les pneus qu'on démonte. Pas trop de poussière de frein, style coulé aussi, et il repart. Moins de poussière de frein que chez Williams, ça c'est une certitude. Oui, beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins, c'est ça qui est important d'ailleurs. Je vais aller au renseignement maintenant pour savoir l'état de la voiture de Schumacher. Voilà Coulthard qui a repris ses aises. Une vingtaine de secondes d'avance sur son poursuivant immédiat. Oui, on va se retrouver dans les mêmes écarts qu'il y avait avant les arrêts au stand, c'est-à-dire 23-24 secondes. Entre Coulthard et Schumacher, voilà. Eddie Irvine, troisième, pointe à 53 secondes. Jacques Villeneuve, quatrième, est à 1 minute. Frenzen sur l'autre Williams Renault à 1 minute 11. Jean Alesi, sixième avec la Sauber Petronas. Il est à 1 minute 15. Il tourne un poil moins vite. Ouais, il a du mal à suivre Frenzen. Panis est septième avec la Prost Peugeot à un tour. Demenil, huitième sur la Jordan Honda. Devant Ralf Schumacher, désormais, 9e. Et puis on pointe le jeune Argentin Esteban Tuero sur la Minardi, rescapé à 2 tours. Salo sur la Rose, après ses problèmes de ravitaillement. Et toujours en course, il est 11e à 2 tours également, devant celui qui ferme la marche, le Brésilien Ricardo Rosset sur Tyrrell. Pierre, on pourrait signaler la belle performance de Demonil sur la Jordan Honda, parce qu'il est, vous savez qu'il est parti 19e, très très loin, et qu'il est en train de remonter. Il est à 2. Il se trouve dans les roues d'Olivier Panis à 2 secondes et demie de Panis, alors qu'il était très loin. Ça veut dire qu'on savait que la Jordan Honda était très performante, et Demonil est en train de le démontrer. Il est dommage qu'il y ait eu ce petit problème au départ pour la Jordan, parce qu'il est en train de réaliser une très belle performance. Je rassure les supporters d'Olivier Panis, malgré tout, Jacques, il est à 25 secondes. Excusez-moi. Panis, voilà. C'est le coup des lunettes, enfin bon. Oui, merci. Oui, c'est vrai. Coulthard, Schumacher, 20 secondes d'écart. Nous sommes à 15 tours de l'arrivée du Grand Prix de Saint-Marin. 20 secondes. A priori, c'est course gagnée, mais 20 tours, c'est long. Enfin, 15 tours, pardon. C'est long, Jacques. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on est au volant, vous connaissez ça, il fait très chaud, la course a été éprouvante, on sait que les freins sont vraiment à la limite. Alors, comment on le ressent? C'est dans la pédale qui devient plus spongieuse? Oui, la pédale va descendre de plus en plus, elle est de moins en moins dure. Alors, c'est la première alerte, et puis... des petits blocages? Oui, des petits blocages, et puis surtout cette pédale qui s'enfonce progressivement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut freiner un peu moins tard, faire 1 ou 2 tours pour bien refroidir les freins en diminuant un peu la performance. Et là, pour le moment, Coulthard, Schumacher,
même Irvine ont la possibilité de le faire parce que la concurrence n'est pas très près, en tout cas pour les deux leaders de l'épreuve. Donc ils ont un peu le temps de faire refroidir le frein, mais c'est absolument nécessaire. Et puis après, il faut espérer que ce qui ne va pas arriver, ce qui ne peut pas arriver, ce qui était arrivé à Frenzen, vous vous rappelez, en Australie dernière au premier Grand Prix. Et c'est vrai que on est très à l'écoute et à l'alerte de ce genre de phénomène. À propos d'écoute et d'alerte, il vous paraît pas faire un drôle de bruit, votre ami Coulthard, Pierre? Franchement, on a du mal à tendre l'oreille ici parce que ça résonne pas mal. On est un peu enfermé, on a du mal à... Mais là, vous quand même. J'ai l'impression qu'il est oiseau de mauvais augure, mais c'est pas impossible. À l'arrière, on va surveiller quand même. Alors chez Ferrari, Jean-Louis, on tend l'oreille pour Coulthard aussi, pour ce moteur Mercedes? Oui, absolument, on tend l'oreille pour Coulthard, bien vu Marc Minardi, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est le plus grand calme ici dans la Scuderia, et surtout, juste après le ravitaillement, on a parlé à Michael Schumacher pour savoir l'état de ses freins, et effectivement, eh bien, il n'y a aucun problème dans ses freins, il a toujours, on va dire, la bonne épaisseur. Pédale, oui, la bonne pédale. En tout cas, il vient de réaliser le meilleur temps en course. En 1,29,345, Michael Schumacher. Voilà, ça veut dire que ça marche. Ça marche. Et David Coulthard tourne en 31,6. En 31, lui effectivement il a de la marge. Mais à 18 secondes d'écart maintenant. Et oui, ça revient. À 13 tours de la fin. 18 secondes entre Coulthard et Schumacher. Nul doute que Schumacher va attaquer, va essayer de mettre la pression sur la McLaren. Alors on va suivre évidemment le chrono. On a dû parce lui que dire. 31,6 pour Coulthard. S'il y a un problème de moteur. On a dû lui dire à son stand, on y a un drôle de bruit chez Coulthard. Si c'est la vérité, alors l'autre. Faut y aller. Malin s'est dit, attends, j'y vais. 19. Tout de suite, il a fait le record. Voilà, 29. Vous voyez la moteur. Attention, chez McLaren. Ouais, il y a Ron Dennis qui s'inquiète. Ah oui, il va voir la télémétrie sans doute. Si Schumacher gagne ici, on finit tenu tous. La piste va être envahie. J'ai essayé de lancer. Nous n'en sommes pas là. Non. Moi, il m'a paru j'ai bien. peut-être des sympathies pour David Coulthard, mais vous savez, j'en ai aussi pour Mika Hakkinen, qui est un garçon très méritant et qui est aujourd'hui le grand perdant quand même de la journée et le grand match en feu pour son 100e Grand Prix. Écoutez, en tout cas, on a une belle position de 17 secondes. Ça revient lentement mais sûrement. 17 secondes, 13 tours, c'est jouable. Surtout, c'est jouable évidemment parce que si la voiture de Coulthard avait des problèmes, mais attention, Coulthard ralentit peut-être aussi parce que il ne veut pas avoir de problème. Il veut ménager sa montée. Voilà, il veut ménager ses freins, ses pneus. Il sait qu'il a suffisamment d'avance. Un qui ménage rien, c'est Schumacher. Vous avez vu les derniers tours, il remonte à peu près une seconde 2, plus vite que l'Écossais. Nous sommes à 13 tours de l'arrivée. Vous savez, il est dans le rôle du challenger. Il faut qu'il aille au boulot, Schumacher, s'il veut gagner cette course. Il faut qu'il inquiète. Il peut faire une erreur à David Coulthard on va lui signaler que Schumacher est en train de revenir. Il va peut-être vouloir attaquer, peut-être faire l'erreur qu'il n'y a pas à faire, mais ça m'étonnerait. Mais enfin, sans incident mécanique, il a quand même une confortable avance, le pilote écossais et sa McLaren Mercedes. Bien que Hakkinen ait eu des petits problèmes de boîte, a priori elles sont fiables les voitures. Alors on va voir les écarts quand même parce qu'il attaque Schumacher, il prend les trottoirs dans tous les sens, Coulthard aussi. Comment ça se passe quand on prend les bordures, Jacques? On sent des grosses vibrations? Oui, ça secoue énormément la voiture, donc le pilote est très très secoué, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne passez pas sur les bordures sur ce circuit, c'est même pas la peine de venir, vaut mieux rester à la maison. Mais c'est vrai que non seulement le pilote en prend beaucoup, mais c'est très contraignant pour les suspensions de la voiture. Et c'est pareil, il y a fiabilité aussi des suspensions, c'est très important sur une voiture de course. 50 tours couverts, Schumacher est revenu à 16 secondes. Il reprend un peu plus d'une seconde au tour. Nous sommes à 12 tours de l'arrivée. Rien n'est fait dans ce Grand Prix de San Marino et le public est debout. Oui, il va tout faire. Oui, le speaker d'Imola est en train de chauffer la salle. Et je peux vous dire que la salle, elle est enthousiaste. Il y a 160 000 personnes ici. Et ils sont peut-être pas tous italiens, il y a beaucoup d'Allemands, mais ils sont tous habillés de rouge. Oui, on a vu beaucoup de casquettes. Pierre, ce matin, Jean-Louis. Pierre, vous savez que le public d'Imola, c'est vous-même qui l'avez dit, c'est un public averti. C'est pas du tout l'équipe Fossi de Monza. Et ce public averti, eh bien, il perçoit comme un bruit de pot d'échappement cassé sur la voiture de David Coulthard. Et ça leur met la puce à l'oreille, vous pensez bien. Eh oui, ce sont des connaisseurs. Les gens de la région de Bologne ici et de toute cette Émilie-Romagne avec bien sûr le berceau de l'automobile italienne, Ferrari à Modène et puis tous les grands constructeurs de voitures de grand tourisme qui ont fait la belle histoire de l'automobile italienne. David Coulthard, il tourne en 1,30 et 5 dixièmes à peu près et Schumacher attaque une 29,4. On écoute, on tend l'oreille, tiens voilà, on est dans la voiture. Moi j'ai l'impression qu'il prend moins de régime en tout cas. C'est possible, c'est possible.
Et il économise. Et chez Ferrari, regardez, Ross Brown, il vient de remettre le casque sur les oreilles. Lui aussi, hein, il tend l'oreille. Oui. Voilà Schumi. Et l'écart est de 14 secondes. À 11 tours de la fin. Ça fond comme neige au soleil. Entre Coulthard et Schumacher. Un final à suspense finalement dans ce Grand Prix de Saint-Marin. Qui l'aurait cru en début de course, quand les flèches d'argent creusaient un écart important. Et Schumacher, lui, il attaque, il ne veut pas le savoir, il ne prend pas le moindre précaution, disons, avec aucune précaution. Il faut y aller. Et lui, je peux vous dire qu'il tire dans les régimes du V10 Ferrari. Une seconde 2 au dernier tour, plus rapide que la McLaren. Il y a une belle bagarre aussi entre Irvine et Villeneuve derrière, et Frentzen et Alesi. Un écart de 4 secondes et demie entre Irvine et Villeneuve et Frentzen et Alesi. Et Olivier Panis toujours en 7e position, mais lui était à 21 secondes d'Alesi. Ça va être difficile de remonter pour le point, mais enfin il est encore là, 7e, il est abonné. Vous savez, à 10 tours de la fin, tout peut arriver. Dans les 6 premiers, il peut encore se passer des choses. Mais on le souhaite à personne, Pierre. Hein. Les caméras sont en tout cas braquées. Regardez, on essaie de visualiser l'écart entre Coulthard et Schumacher. Il est là, Schumi. Il est là. À l'entrée de Rivazza. Alors que Coulthard, il est déjà... Oh là, on voit là un qui disparaît, c'est Riccardo Rosset avec la Tyrrell. Mais il fermait la marche, c'était la lanterne rouge. Moteur, certainement. Voilà Coulthard, lui aussi il prend les trottoirs, il n'a pas le choix. Il doit essayer d'un petit peu hausser le ton et c'est ce qu'il fait. Une 29-9 au dernier passage. C'est ce qu'on pensait, il doit réagir. Dernier passage, l'écart est resté. Vous savez, dans la voiture, quand on voit un pilote qui revient comme ça, on a deux choix. Ou on accélère pour lui dire attends mon gars, fatigue-toi mais je suis encore là. Et là, Schumacher est déjà au courant. Alors, est-ce que Schumacher va pas dire c'est un peu d'intox parce que bon, j'aimerais bien gagner, mais la deuxième place c'est 6 points. Hakkinen n'a pas marqué de points, c'est très important qu'il marque des points aujourd'hui. Et le petit sursaut de Schumacher et de Coulthard pour faire voir à Schumacher, moi je serais Coulthard, je le laisserais revenir. Comme ça Schumacher attaquerait comme un fou, il pourrait peut-être avoir un problème. Mais enfin bref, c'est facile à dire parce que je suis dans la cabine moi. Vous joueriez à la souris en laissant Schumacher au rôle du chat. Et oui, pour aider Hakkinen à garder une confortable position, mais c'est difficile. Eh bien écoutez, on va suivre ça, il reste 10 tours. Coulthard, Ron Dennis vient de rentrer dans le garage McLaren pour aller surveiller la télémétrie. Il y a peut-être un petit souci quand même du côté de ces invincibles flèches d'argent. La Ferrari revient au grand galop. Alors attention pour ces 10 derniers tours du Grand Prix de Saint-Marin dans un instant avec nous en direct sur TF1. Une dernière page de pub avant de vivre le final de ce Grand Prix de San Marino. A tout de suite, restez avec nous. 10 tours encore dans ce Grand Prix de San Marino, à l'image Eddie Irvine sur la Ferrari qui occupe la 3e place actuellement. Et en tête, toujours David Coulthard sur la McLaren Mercedes. Vous avez l'écart qui s'affiche dans le bas de votre écran. 14 secondes et 3 dixièmes. Non, c'est Schum ça ou c'est Irvine? J'ai un petit doute. Ça c'est Irvine. Ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Bon, 14 secondes d'écart donc entre Coulthard, le voici, le voilà, le leader, et Schumacher, Jacques Lafitte, alors qu'il reste moins de 7 tours maintenant. Jean-Louis Moncet dans les stands. Chez Ferrari, quelle est la tendance? Alors chez Ferrari, tout le monde est calme parce qu'on voit bien que Coulthard quand même commence à bien contrôler la situation. Marc Minardi, lui, est allé chez McLaren Mercedes, pardon, et bien sûr, on lui a confirmé que tout se passait bien pour David Coulthard qui levait légèrement le pied. Voilà, Coulthard, voilà l'explication. Et le changement de bruit que certains ont cru percevoir, c'est peut-être effectivement un régime moteur. On passe sur le rapport supérieur, Jacques. Souvent, absolument. C'est certainement même ça. David Coulthard devait moins tirer sur son moteur parce qu'il avait une vingtaine de secondes d'avance. Et voilà Schumacher cette fois, c'est bien lui. En plein centre de l'image. À la poursuite, ce diable rouge, à la poursuite de Coulthard. Vous savez que j'en connais un autre diable rouge, moi, un diable. Hein. Mais il est en Corse, le mien. Ah oui, il est peut-être un peu plus paresseux que... Oui, plus paresseux, il aime les filles. Il aime les filles et toute sa vie, il a rêvé d'être une hôtesse de l'air. Voilà, absolument. Incroyable. Allez, David Coulthard, donc à 5-6 tours de l'arrivée maintenant, sur cette McLaren Mercedes qui va remporter sa 3e victoire de la saison en 4 Grands Prix disputés. Mais Schumacher s'accroche avec la Ferrari. Il est là à 13 secondes maintenant. Schumacher va profiter évidemment de l'abandon
de Häkkinen aujourd'hui pour revenir dans la course au titre de champion du monde, parce que la situation au championnat, c'était Häkkinen 26 points, il va marquer 0 aujourd'hui. Schumacher occupait la deuxième place avec 14 points, il va en mettre 6, 20 points, donc il revient. Et puis David Coulthard en avait 13 en marquant les 10 points de la victoire. Il va retrouver la deuxième place. On va retrouver 3 pilotes regroupés en 6 points après 4 Grands Prix, c'est pas mal. Ce qui m'étonne toujours, Pierre, dans les Grands Prix, c'est de voir la performance des voitures en fin de course. Schumacher est en train de rouler toujours en dessous d'une 30, alors qu'en début de course, il tournait en une 30, entre une 30 et une 31. Je me pose toujours la question, mais pourquoi la voiture est capable maintenant de faire une 25 et qu'elle n'était pas capable de le faire il y a une vingtaine de tours, ce qui aurait réduit encore plus l'écart entre les deux protagonistes pour la victoire. Et ça m'a toujours très étonné de voir que la motivation dans la voiture, elle est souvent commandée par le pilote qui est devant ou le pilote qui est derrière, et c'est toujours une chose très très étonnante quand on est à l'extérieur de la voiture, évidemment. Ce sont quelques dixièmes, oui. C'est évidemment important. En début de course, on a peut-être tendance, Jacques, avec le plein d'essence, à ne pas trop attaquer sur les freins, pas trop attaquer sur les pneus, parce qu'on ne sait pas très bien comment ils vont évoluer. Oui, mais quand même, on s'aperçoit souvent que ça m'est arrivé aussi d'avoir quelqu'un derrière moi et puis d'un seul coup de gagner 5-6 dixièmes au tour et de me faire engueuler à l'arrivée. Non mais alors, pourquoi t'as pas roulé tout le temps comme ça? Et là, si on prenait les vitesses de Schumacher depuis son troisième relais, je veux dire après son deuxième arrêt au stand, il est dans des temps très très rapides. Alors on sait aussi qu'il y a quelquefois des petites différences dans les pneumatiques, c'est peut-être pour ça que Schumacher était un peu plus là. En tout cas, c'est ce que je pense, qu'on ne peut pas accuser Schumacher de ne pas attaquer dans sa voiture, hein. Surtout pas lui. Coulthard a 12 secondes d'avance à 6 tours de l'arrivée, un peu moins, 5 maintenant. Schumacher est là, a priori il ne peut plus rien arriver. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à Coulthard. Hein. Je veux dire, à la régulière, il ne peut plus rien se passer. Vous vous souvenez que ce Grand Prix, on était toujours très inquiet à l'époque quand il y avait 70% de pleine charge pour l'essence. Et pour la consommation, je crois que c'est moins vrai aujourd'hui. Voilà, c'est moins vrai aujourd'hui. Et Jean Alesi à l'image, il va se faire doubler. Par Coulthard, Jean Alesi, il est 6e, il va marquer un point au championnat du monde encore. Magnifique pour la petite écurie Sauber. Devant lui, eh bien, il y a les deux Williams, Villeneuve et Frentzen. Donc Coulthard en tête, Schumacher deuxième à 12 secondes, Irvine avec la deuxième Ferrari sur le podium. Et puis les deux Williams, Villeneuve devant Frentzen. Et Villeneuve qui est pas loin, hein. Il est en train de faire le forcing, il tourne. Il a 3 secondes d'Irvine, il reste 4 tours à couvrir. C'est pas fini. Il a perdu un peu de temps avec Desmony. Et il est là, Jacques. Regardez-le qui débouche. Mince. Il y a quelques petites fumées sur la voiture d'Olivier Panis. À moins de 5 tours de la fin. Oui, c'est ce qui lui est arrivé, vous comme souvenez, au Brésil. C'est dommage. Bon. Allez, Olivier Panis, il était 7e à la porte des points. À une vingtaine de secondes d'Alesi, pas plus. En tout cas, encore une belle performance pour Olivier, en tout cas le pilote de la Prost Peugeot, parce qu'il est constant, il est rapide, lui fait des tours très très régulièrement dans la même cadence. Non, il l'a vu, Jean. Il l'a vu, oui, c'est Jean, oui. Ah non, il ne va pas nous faire ça. N'en faites pas. Il a de l'expérience, Alesi, c'est quasiment le vétéran du peloton maintenant, le doyen avec son équipier Johnny Herbert. 11 secondes d'écart maintenant, Pierre. 11 secondes à 4 tours de l'arrivée. Non, mais il y a les dépassements. Et puis Coulthard, il commence tout doucement. Il fait attention, Coulthard. Écoutez, pour lui, c'est important. Il va revenir à 3 points, je crois, de Mika au championnat. Ça va faire une belle bagarre. Ça relance un peu regardez, la course. Voilà Irvine et Villeneuve sur ses talons. Voilà, il vient de prendre 7 dixièmes dans ce tour. Il reste 4 tours. On va essayer d'aller sur le podium. Il en a envie, je peux vous dire, parce que depuis le début de la saison, le pilote québécois attention, voilà. C'est Desmonil malheureusement qui rentre au stand. Il n'aura pas été. Cette 7e place, elle est maudite. Panis qui disparaît par la petite porte en vue de l'arrivée. Et puis là, c'est Desmonil qui rentre directement sous la porte du garage. Oui, éprouvant circuit quand même. Revenons sur cette bagarre pour la 3e place avec Irvine. Là, c'est Schumacher. Non, c'est Irvine. Et derrière Villeneuve. Alors, les Williams. Pas dans le coup depuis le début de la saison, mais au moins assez solide. En tout cas, maintenant la fiabilité y est. Il y a des progrès malgré tout. Villeneuve, Frentzen vont tous les deux terminer dans les points. Jacques, Frank Williams n'est pas là aujourd'hui, c'est assez rare. Il n'est pas venu à Imola ce week-end. Il souffre d'une infection, dit-on. Espérons que c'est pas trop grave. Non, il paraît que c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est peut-être aussi un petit peu une maladie diplomatique dans la mesure où vous savez que Imola, pour Williams, pour tout le monde, mais pour Williams vous avez raison. Ça signifie beaucoup de choses. Et bon, ma foi, on peut comprendre ça. C'était Jonathan Williams, le fils de Frank Williams, qui officiait aujourd'hui. Enfin, disons qu'il venait plutôt en training. Il voulait faire son apprentissage
Jonathan Williams, qui s'occupe notamment du programme d'essai de l'écurie Williams avec les pilotes essayeurs, Carlos Juan Pablo Montoya, le Colombien, et puis Max Wilson, le Brésilien, qui sont les pilotes d'essai chez Williams. On les a vus hier dans la course de Formule 3000 en levée de rideau de ce Grand Prix de Saint-Marin. Une course de Formule 3000 qui n'a pas vu les Français briller cette fois-ci, sauf Sohé Ayari qui était 3e en vue de l'arrivée malheureusement, qui est sorti de la route vraiment tout près du drapeau à damier. Attention. Alors que là, le drapeau à damier, il est bientôt. Qu'est-ce qui se passe, Coulthard? Il se passe rien, Coulthard est là, mais la Ferrari n'est pas loin. 9 secondes. Oui, mais vous savez que Coulthard, regardez, on la voit, vous voyez l'écart? Oui, et regardez. Les Tifosi, on voit bien. Regardez, c'est incroyable. Les Tifosi commencent à, vous savez, à s'échauffer, on sent que l'arrivée est proche. On est à 2 tours maintenant de l'arrivée. Et vous savez que, oh là là. Et il tourne en 1.33. Il freine, il a un problème, Coulthard. Oui. Il n'est pas rapide. Ah non, il a tourné en 1.33. C'est ce que Schumacher vient de dire au stand de Ferrari. C'est ce que Schumacher vient de dire au stand Ferrari, figurez-vous. Il voit Coulthard lever le pied de plus en plus. L'écart fond, Jean-Louis, il n'y a plus que 6 secondes. Coulthard est en difficulté, retournement de situation peut-être dans les derniers kilomètres de ce Grand Prix. Oui, parce que regardez, il revient, oh, c'est pas fini, hein. Oh là là là. Coulthard, il avait tourné en 1.33.7, oui, donc à 3-4 secondes des temps. Il a eu du mal à doubler les 2 voitures devant lui et il a du mal à les larguer maintenant. Oui, enfin Jean, allez-y, lui avait gentiment ouvert la porte. Oui, Marc Minardi, c'est Mercedes. Il a des problèmes, David Coulthard, parce que Ron Dennis vient de battre Carl Lewis sur le 100 mètres. Il est parti de son muret, venir derrière, voir les ingénieurs ici sur la télémétrie qui sont très anxieux et repartir sur le muret en courant. Ron Dennis très inquiet. Oui. Eh bien, ils vont pouvoir être anxieux parce que Schumacher attaque, Coulthard essaye de réagir. Et il y a Alesi derrière. Et puis il y a là Jordan. Attention, Schumacher contre Schumacher. C'est le petit frère Ralph qui doit s'écarter pour laisser passer le grand frère Michael, qui est en train d'essayer d'aller arracher la victoire dans le dernier tour de ce Grand Prix de Saint-Marin. Vous avez l'image aérienne. Coulthard est là à droite et Schumacher a passé Schumacher. Il est devant le grand Michael. Ça va être juste. Avec la Ferrari, on rentre dans le dernier tour. Il va y être. Hein. L'écart va tomber à 3-4 secondes à peine. Attention, Coulthard, encore un tour. Encore 4 km et demi. Ça va être voilà juste, Schumacher qui attaque tant et plus au passage de la ligne. 5 secondes d'écart. Il a réagi, David. Oui. Mais quand même, hein, il a réagi, mais il y a des problèmes. Vous savez, il vient de doubler. À la télémétrie. Il vient de doubler aussi. Il y a des soucis, peut-être des températures qui s'affolent et Coulthard qui ralentit pour laisser refroidir. Oui, puis en fin de course, regardez. Il attaque Schumacher, il le voit, il le voit. Alors là, c'est la Caroggia qui est en point de mire. Voilà, ça va être formidable, regardez. Il a repris encore une seconde de 2 dans le dernier tour. Là, on remonte, on a la moitié du circuit, attention. Rivazza. Regardez. Non, on n'est pas Piratella. Regardez. Le freinage d'Aqua Minerali. Regardez, Aqua Mineral, seconde, 3e, regardez. On va voir l'écart là. Souvenez-vous, Hakkinen, il a eu des problèmes de boîte, il a perdu des rapports. Peut-être que Coulthard a des soucis avec sa boîte de vitesse. Regardez, voilà, là maintenant c'est la chicane haute, la variante haute. Il y a encore Alesi entre les deux. Il est là. Hein. Et Schumacher. Non, c'est. Non. Oui. Allez, ce serait quand même moche pour Coulthard si près du but. C'est la course. C'est la course. Regardez, Rivazza 2. Un petit kilomètre, c'est l'arrivée. 1 kilomètre en descente. Allez, il faut se laisser aller. Mais derrière, ça souffle. Ça pousse. Il a passé Alesi. Regardez il est là. On va avoir une arrivée au sprint. Le public est debout ici dans les tribunes de l'autodrome Tino et Enzo Ferrari. Et c'est la victoire pour Coulthard qui in extremis en passant devant son équipe. Schumacher 2e, Alesi 6e, un tour. Jean Alesi qui marque encore un point. Magnifique course. Et quelle finale entre David Coulthard et Michael Schumacher, le pilote écossais qui remporte sa première victoire de la saison alors que les McLaren dominent. Ça relance bien la course au titre de champion du monde puisqu'on sait que ça resserre les positions. Et puis regardez l'écart derrière entre ces deux hommes, 50 secondes pour Irvine, 51 secondes Villeneuve. 4e. Donc Irvine, le voilà, il va terminer sur le podium. Eddie Irvine avec l'autre Ferrari. Comme la deuxième fois consécutive, on a les 2 Ferrari sur le podium. Schumacher 2e, Irvine 3e. Mais c'est pas le même pilote McLaren qui est sur la plus haute marche.
et donc au championnat, forcément, les positions se resserrent et c'est ce qui va faire tout l'intérêt de cette saison 98. Oui, Irvine 4e, Villeneuve 23e, pardon, Villeneuve 4e, Frenzen va faire 5e avec l'autre Williams et Jean Alesi 6e. Il est déjà passé sous le drapeau. Allez, on retourne vite à Paris pour quelques messages et on revient vivre en direct le podium de ce Grand Prix de Saint-Marin. C'est le Britannique, bien sûr, le God Save the Queen. Coulthard sur le podium, la plus haute marche aux côtés de Michael Schumacher et Eddie Irvine, les deux pilotes de la Scuderia Ferrari. Bravo David Coulthard, le vainqueur de ce Grand Prix de San Marino, qui reçoit la coupe, le trophée, des mains du ministre des Finances de la petite république de San Marino, qui est située sur la côte adriatique italienne, pas loin de Rimini, à environ 80 km d'Imola, ici, qui est plus proche de Bologne. Deuxième place pour Michael Schumacher. Et vous entendez les tifosi qui sont satisfaits de cette performance parce que ça permet au pilote allemand de se replacer dans la course au titre de champion du monde. Et puis troisième place pour le valeureux, le fidèle lieutenant Eddie Irvine. Eddie Irvine qui félicite son copain Coulthard. Et puis voilà, les images d'allégresse et le public qui envahit la piste, les dizaines et dizaines de milliers de spectateurs. Ron Dennis reçoit des mains de Ion Tiriac, vous le voyez, le roumain, l'ancien champion de tennis devenu homme d'affaires. Il reçoit la coupe du constructeur vainqueur. C'est la troisième fois cette saison que McLaren s'impose, mais c'est la première victoire pour David Coulthard en 1998. La dernière victoire de l'Écossais était également en Italie, c'était à Monza il y a un peu plus de 6 mois, à l'arrivée du Grand Prix d'Italie de Formule 1. C'est qu'il y a 2 courses par an en Italie. Et voilà, la course débute à travers les champs, la petite douche traditionnelle. Jacques Lafitte, beaucoup de joie, d'allégresse. C'est un podium sympa parce que d'abord, David, il a besoin de gagner. Il revient à 3 points de son coéquipier Mika Häkkinen, et puis Schumacher fait une très bonne opération puisqu'il finit 2 points, il est à 6 points, c'est-à-dire que le championnat est complet, relancé, il n'a jamais été perdu pour l'écurie, pour Ferrari et ni pour McLaren, donc mais on voit un regroupement en tête du championnat, ce qui est formidable pour tous les tifosi et puis pour tous les gens qui aiment la F1 dans le monde, et puis pour nous aussi parce qu'on va encore assister à des courses fantastiques. Voilà, lancé de casquette dans la foule, là-bas au pied du podium. Quel bel alignement. Belle vue, dans le paddock, on rigole pas. Les camions sont alignés, c'est au cordeau. Voilà, la foule qui envahit. C'est beau, c'est magnifique. Et c'est vraiment toute la popularité de la Formule 1. Regardez la colline de la Passion, elle a dévalé sur la piste là-bas. C'est génial. Vous auriez vu hier dans les rues d'Imola, hier soir à minuit, 11h30 minuit, il y avait encore ça klaxonnait. Quelle ambiance. Allez, on revoit les quelques temps forts de ce Grand Prix de Saint-Marin avec le départ d'abord. Un bon départ pour David Coulthard en pole position et pour Villeneuve aussi qui fait l'extérieur à Irvine là-bas. Alors que derrière, ça se bouscule. Alexander Wurz qui était 5e sur la grille a des problèmes électroniques avec sa boîte et ça provoque un petit carambolage à l'arrière. On revoit ça un petit peu sous un autre angle. La caméra d'hélicoptère. Hop là, regardez, ça s'est touché aussi entre Demonil et Wurz, et puis Demonil s'est retrouvé très loin dans le peloton. Voilà la tour de l'autodrome Dino Enzo Ferrari, la tour de contrôle, et la foule continue à se déverser sur la piste. On va retrouver dans quelques instants les 3 premiers dans la salle des interviews. Regardez le paddock, vous voyez que tous les camions sont bien alignés, puis il y a les motorhomes en face. C'était la première fois, évidemment, premier Grand Prix européen, que les écuries avaient leur infrastructure bien à elles, leur camion transporteur qui se transforme en camion atelier une fois arrivé sur le circuit, puis les motorhomes pour accueillir les VIP, les journalistes, et puis les pilotes, leurs amis, leur entourage.
Et la foule continue. Prochain Grand Prix, ce sera dans 2 semaines en Espagne, à Barcelone. Il y aura aussi beaucoup de monde. On se retrouve donc dans la salle d'interview pour écouter les vainqueurs. Oui, dernière victoire de Coulthard, c'était en Italie aussi. Il faisait chaud aujourd'hui, David. Oui, j'avais 20 secondes d'avance après mon dernier ravitaillement. Et juste essayer de ne pas trop attaquer pour le moteur, pour les freins, pour aller au bout, en maintenant un peu l'écart, en surveillant l'écart, sachant que je pouvais éventuellement aller un peu plus vite, et je ne voulais pas avoir les problèmes que Mika avait eu. Vous aviez des informations des stands à propos de l'abandon de Mika? Je savais qu'il avait abandonné, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne voulais pas y penser pour le restant de la course. Bon, c'est un petit peu dommage pour l'équipe, mais néanmoins, je suis content de leur donner une victoire, ma première cette saison. Alors, Michael revenait sur vous en fin de course. Vous avez été inquiet? Vous avez pu réagir? Oui, aujourd'hui notre voiture était plus rapide. Et franchement, sur la fin, j'ai contrôlé l'écart après le dernier ravitaillement. Et mes pneumatiques n'étaient pas tout neufs pour le dernier relais, mais ceci explique cela. Bravo David. Alors Michael, deuxième l'an dernier dans ce Grand Prix, deuxième encore, mais vous avez poussé jusqu'au bout. Vous y croyez à la fin? C'était assez évident que David avait la course sous contrôle, mais enfin j'ai attaqué, j'ai essayé. Jusqu'au drapeau à damier, moi j'attaque. Mais il n'y avait pas grand chose à faire. Bon résultat global pour la Scuderia Ferrari ici, pour les tifosi. On va être constamment sur le podium, je pense. On a une bonne voiture. Et on va essayer de faire ça un peu partout. Et puis bien sûr, on a donné quelques espérances à nos supporters. Voilà, on va essayer de remporter la victoire bientôt. Merci Michael Schumacher, David Coulthard, Eddie Irvine. Je vous propose maintenant de revoir les classements de ce Grand Prix. Oui, Jean-Louis. J'ai Mansour Roger avec moi. Oui. Bon, attendez une seconde, Jean-Louis. On a le classement. On rappelle simplement le classement des 6 premiers. David Coulthard, Michael Schumacher, Eddie Irvine, Jacques Villeneuve, Heinz Harald Frenzel et Jean Alesi 6e pour marquer un petit point encore aujourd'hui. Avant le classement des constructeurs, on va peut-être le voir parce que ça intéresse le classement des pilotes. Ça intéresse évidemment Mansour. Mika Hakkinen 26 points, Coulthard 23, Michael Schumacher 20. Vous voyez que c'est très serré entre les 3 premiers. Eddie Irvine régulier 11 points, 4e, Frenzen 5e, Wurz 6e. Et puis les constructeurs, ça intéresse Mansour Roger au premier chef. McLaren en tête 49 points, Ferrari 31. Ils ont bien réduit les dégâts aujourd'hui. Williams 13 points, Benetton 7, Sauber 4. Voilà Jean-Louis, c'est à vous avec Mansour Roger, le patron de McLaren Mercedes. Oui, merci Pierre. Alors Mansour Roger, un propriétaire heureux, on va dire aujourd'hui. Oui, toute l'équipe est heureuse. Je pense que David a fait une très belle course. Il a eu quelques petits soucis de boîte de vitesse, mais je pense qu'on a bien contrôlé David a fait une très belle course. À un moment donné, on a cru, Mansour, vous entendiez bien ça, que David avait des problèmes. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, ou est-ce qu'il contrôlait parfaitement? Non, il contrôlait parfaitement. C'est quand on a vu les problèmes que Mika avait, il fallait assurer, donc il fallait dire un peu à David de ménager sa boîte de vitesse. Et on voulait être sûr que Ferrari fasse bien 2 arrêts. Et voilà. Jean-Louis. L'équipe McLaren Mercedes, oui, en tête des championnats du monde, bien placée quand même maintenant, toujours. Bah, c'est bien, ouais, c'est un bon début de saison. J'espère que ça va continuer. Je crois qu'on va avoir certains circuits, on aura plus de mal que dans d'autres. Je pense que c'est bien pour le reste de la saison. Jean-Louis, j'ai un petit cadeau à faire, Mansour Roger. Mansour, bravo. Oui, regardez ce que j'ai trouvé, Mansour. Elle est pas mal, hein. J'ai trouvé ça dans votre stand. C'est la vraie au moins aussi. C'est la vraie, c'est Ron Dennis qui m'a permis de vous la donner. Ah bah c'est très gentil, elle est superbe, on va la mettre avec le reste. J'espère qu'elle aura beaucoup comme ça cette année. Merci, Mansour. Bravo. Le trophée, c'est pas le premier, mais c'est certainement pas le dernier d'une longue série. Merci messieurs, bravo à McLaren Mercedes. On revoit quelques belles images de ce Grand Prix. Regardez le podium, la foule, Jacques Lafitte. On a vécu une course peut-être pas très indécise, mais malgré tout intéressante à suivre jusqu'au bout. Oui, c'est intéressant de voir que Ferrari est là en challenger total de McLaren Mercedes. Belle course de Coulthard, sans faute. Une course magnifique, un très beau départ de Jacques Villeneuve qui lui a permis d'être aux avant-postes dès le début.
Et voilà. Et puis regardez. Quelques belles images amusantes aussi. On a tout vu cet après-midi. Et malheureusement aussi l'abandon de Mika Häkkinen, le leader du championnat. Tout ça relance un peu la compétition. Et c'est pas plus mal. À 15 jours du prochain Grand Prix, notre prochain rendez-vous, ce sera le Grand Prix d'Espagne à Barcelone dans 2 semaines sur le circuit de Catalogne. On vous quitte pour aujourd'hui avec quelques images de ce Grand Prix d'Espagne, de ce qui nous attend là-bas en Catalogne, avec Marc Minary qui nous raconte ça, qui nous rafraîchit un petit peu la mémoire par rapport à la saison dernière. Bonne fin de journée sur TF1 et à dans 15 jours. Merci Jacques. Au revoir. Barcelone et ses Ramblas accueillent le 5e rendez-vous du championnat du monde de Formule 1. L'an dernier, derrière Villeneuve en pole position, au départ, ils sont 4 de front. Et c'est Schumacher qui s'impose au freinage. Mais les Rouges italiens passeront un sale dimanche en Espagne, au contraire de Villeneuve, solide leader, de Panis, brillant 2e, et d'Alesi, 3e accrocheur, qui montre du doigt Irvine, le bouchonneur de service, bientôt pénalisé. On parlait français sur le podium catalan en 97, qu'en sera-t-il un an plus tard? Réponse le 10 mai prochain à 14h. Le Grand Prix d'Espagne sur un circuit de moteur avec la plus longue ligne droite de la saison, à vivre en direct sur TF1.